soir, dans Café littéraire, j'ai le plaisir de recevoir Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy pour Ennemi public, publié conjointement par Flammarion et Grasset. Bonsoir Michel Houellebecq. Bonsoir. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prêt à passer 1h30 avec nous sans fumer? Oui. Oui. Oui, sans fumer. Vous, pour vous, pas de problème. Depuis longtemps. Ouais, vous avez arrêté. Alors, Michel, c'est plus récent. Oui, c'est plus récent. On en parlera parce que je crois que vous avez souscrit un objet un peu particulier. Un produit nouveau. Voilà, on en parlera le moment venu. Avec la publication orchestrée de Ennemi public, on pensait avoir affaire au coup marketing de la rentrée littéraire. Eh bien, c'est raté. On a un livre et un vrai. On craignait l'étalage complaisant d'ego hypertrophiés. Désolé. On découvre deux écrivains, deux hommes explorant ensemble quelques recoins intimes et secrets. Alors, pas de miracle, ni de rédemption, simplement une rencontre, votre rencontre, messieurs. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. On va parler de ce livre donc, que vous avez écrit pendant 6 mois, échange de lettres. Mais je voudrais vous demander, avant d'écrire ce livre, quelle image vous aviez l'un de l'autre? Si vous voulez bien commencer, Michel Houellebecq, qui était pour vous ce Bernard-Henri Lévy? En partie, il y a une caricature, on peut dire en résumé gauche caviar. Oui. Aussi, d'autre côté, c'était quand même l'auteur de plusieurs bons livres. En particulier, enfin pour moi, les derniers jours de Charles Baudelaire, parce que Baudelaire, c'est quand même un des auteurs qui a le plus compté dans ma vie. Oui, vous avez Baudelaire en partage. Et donc j'avais envie d'en savoir plus, quoi. D'en savoir plus sur... Alors dans le livre, franchement, on en sait un peu plus parce que, page 7, j'ai mis les livres devant vous parce que je vais faire référence et faire appel à vous. Rendez-vous page 7, Michel Houellebecq, il y a un passage qui est surligné, que j'aimerais bien que vous lisiez, comme ça sera un portrait, j'allais dire, un peu plus complet de ce que vous disiez de Bernard-Henri Lévy. Je vous écoute. Oh, mais je peux lire celui d'après aussi, parce que c'est pour... effectivement, c'est l'image Bernard-Henri Lévy. Spécialiste des coups foireux et des pantalonnades médiatiques, vous déshonorez jusqu'aux chemises blanches que vous portez. Intime des puissants, baignant depuis l'enfance dans une richesse obscène, vous êtes emblématique de ce que certains magazines un peu bas de gamme comme Marianne continuent d'appeler la gauche caviar et que les périodistes allemands nomment plus finement la Toscana Fraction. Philosophe sans pensée, mais non sans relation, vous êtes en outre l'auteur du film le plus ridicule de l'histoire du cinéma. Nihiliste, réactionnaire, cynique, raciste et misogyne honteux, ce serait encore me faire trop d'honneur que de me ranger un peu ragoûtant de famille des anarchistes de droite. Fondamentalement, je ne suis qu'un beauf. Auteur plat, sans style, je n'ai accédé à la notoriété littéraire que par suite d'une invraisemblable faute de goût commise il y a quelques années par des critiques déboussolés. Mes provocations poussives ont depuis, heureusement, fini par lasser. Bien voilà, comme on dit, on est habillé pour l'hiver dans ces cas-là. Bernard-Henri Lévy, vous, quelle était votre image de Michel Houellebecq? On en a quelques traces dans ce livre. Alors. Avant cette correspondance, vous voulez dire? Oui, avant, oui, bien sûr. Pour moi, Michel Houellebecq, c'était un grand écrivain qui, comme tous les grands écrivains, porte sur l'époque et sur le malaise de la civilisation d'aujourd'hui un diagnostic implacable. Et avec cet écrivain, j'avais des désaccords d'idées. J'avais des désaccords qui me semblaient forts et peut-être même insurmontables. Sur l'islam, par exemple, il avait fait des déclarations hors de ses livres que j'avais trouvées choquantes, mais dont je ne pensais pas en revanche qu'elles étaient justiciables des tribunaux, mais qui m'avaient idéologiquement choqué. Son nihilisme ou son dépressionnisme, je ne les partageais pas non plus. Moi, je suis plus optimiste qu'il ne l'était. Donc voilà, écrivain, diagnostic sur l'époque, je ne sais pas, que pour comprendre ce qui se passe même aujourd'hui, cette espèce d'apocalypse suspendue dans laquelle nous baignons, l'économie mondiale, etc., je crois qu'on aurait intérêt à relire, pas tellement ce livre, mais les romans de Michel Houellebecq, qui d'une certaine manière annoncent ça. Et puis, des vrais désaccords d'idées dont je pensais qu'en effet, ce serait l'occasion de débattre. Ça en sera. Alors, pour qu'on soit à égalité, je voudrais que vous preniez ce livre à la page 9. Et je vous ai
sélectionné un petit passage en bas de cette page 9 pour quand même dire votre agacement, parce qu'il y a quand même un certain agacement qui pointe. Agacement, oui et non. Ce que je trouvais bien dans la première lettre de Michel, parce que ce qu'il a lu, Oui, c'est l'ouverture du livre, voilà. c'est qu'au fond, tout ça, on le dit mieux que nos adversaires. Voilà, c'était ça un peu la démonstration. Alors en effet, je lui dis qu'on peut engager le débat, qu'il y a plusieurs pistes. Piste numéro 2, vous d'accord, pantalonnade, etc. Mais pourquoi moi ? Pourquoi marcherais-je après tout dans votre exercice d'autodénigrement? Et pourquoi vous suivrais-je dans ce goût que vous manifestez pour l'autodestruction fulminante, maudissante, mortifiée? Je n'aime pas le nihilisme, je déteste le ressentiment et la mélancolie qui va avec. C'est ça que vous voulez que je dise? Voilà, c'est parfait. Et en même temps, ce qui est intéressant, et on va le voir parce qu'on va parler de ça, tout au long du livre, l'idée que vous avez l'un de l'autre va se modifier. Et c'était aussi l'objet de cette rencontre. Oui. C'était... Bon, je savais qu'on aurait des points de désaccord, hein, mais c'est indispensable pour une correspondance un peu intéressante. Et on a trouvé des points d'accord quand même. Oui. On va en faire... Peut-être plus littéraire qu'idéologique au fond, hein, mais on a trouvé des points d'accord. Alors, on vient de parler de l'image que vous véhiculez par certains médias. Voici maintenant un portrait croisé de vos carrières respectives, un sujet réalisé par Julie Brand. Regardez. C'est le couple le plus détonnant de la rentrée. L'un est flamboyant, l'autre introverti. À l'évidence, tous les opposent. Et pourtant, tous deux ont mis leur vie au service de l'écriture. Ce sont deux personnages qui, dans leur vie et dans leur œuvre, continuent à être en grogne, en colère avec leur environnement, l'époque. Ce sont des gens qui n'ont pas réussi du tout, les âges allant et l'œuvre s'accumulant, à s'apaiser. À la différence de Michel Houellebecq, la jeunesse de BHL semble douce. Il grandit dans un foyer bourgeois et aimant où la culture domine. Mais en son fort intérieur, le jeune homme bout. Quand il était tout petit, il se jouait tout seul au fond du jardin, des scènes de gloire. Il a envie de la folie, quoi, d'être quelqu'un qui dépasse les normes et qui irait toucher une autre vie d'héroïsme, de gloire. L'enfance de Houellebecq tranche avec celle de BHL. Très tôt négligé par ses parents, Michel est élevé à Crécy-la-Chapelle par ses grands-parents. De cette enfance reste la cicatrice de l'abandon que Houellebecq écrit dans Mourir. Ça n'a rien donné. Je le sais maintenant, jusqu'à ma mort, je resterai un tout petit enfant abandonné, hurlant de peur et de froid, affamé de caresses. Le fait d'être élevé par ses grands-parents fait de Michel Houellebecq un enfant assez solitaire d'abord. En rencontrant son époque à travers ses lectures qui vont être extrêmement importantes. Je veux dire, de Pif le chien, sur lequel il a écrit, au roman du 19e ou à la science-fiction. Michel Houellebecq a 19 ans quand un soir de télé ordinaire, la France découvre le visage de BHL. Il bouscule les codes de la télé et annonce le projet d'une vie. Pour moi, la mission du philosophe est simplement, c'est pas d'ailleurs d'amorcer des révolutions culturelles, je suis en désaccord avec Maurice Clavel là-dessus, c'est tout simplement de résister à toutes les formes de barbarie, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient dites de gauche. Pour moi, c'est la solution, parce que je crois pas beaucoup à la mission des intellectuels, et je crois pas beaucoup à la force des idées, et je crois pas beaucoup à la puissance de la philosophie. Du diable en tête au testament de Dieu, Bernard-Henri Lévy se fait le témoin de l'histoire. Il s'inscrit dans la lignée de Malraux ou d'Hemingway, des écrivains engagés. Les écrivains Marek Alter, André Glucksmann et Bernard-Henri Lévy ont été emmenés de force dans un car de police dont ils se sont échappés en brisant les vitres et en forçant la porte. C'est bien pour des intellectuels de faire ça, pour aller ensuite rejoindre un autre groupe réuni devant l'ambassade d'Argentine. Il y a des gens qui sont contents que tout ça bouge tout le temps autour d'eux, que c'est un challenge permanent, enfin c'est formidable. Il y en a d'autres que ça fait chier, enfin je veux dire, c'est... Tout ça l'ennuie Houellebecq, comme sa vie de petit informaticien. Sa vie est ailleurs. Il lit Dostoïevski, Balzac, Baudelaire. Comme eux, son regard n'est qu'écriture. La seule chose où je trouve pas normal, c'est... Je pense que c'est que je vois tout mieux que les autres. Y compris ce qui me concerne, moi. Début des années 90, Houellebecq sort Extension du domaine de la lutte.
Sa carrière d'écrivain est lancée. Mais à cette époque, la Bosnie brûle. Bernard-Henri Lévy s'y rend et revient avec l'un de ses plus beaux textes. Moi, de toute son œuvre, le livre que je préfère, et vraiment de loin, c'est Le lys et la cendre, son journal de Bosnie. C'est un point d'équilibre, un point de réunion entre toute une expérience d'écrivain, de philosophe, et une sorte d'empathie pour le sujet, quoi. Donc, quelque part, c'est sa guerre d'Espagne, quoi. Il cherche des guerres, Bernard-Henri Lévy. Si Houellebecq s'installe au cœur de nos vies, s'il choisit de raconter la vieillesse, le sexe, les errements de l'époque, Bernard-Henri Lévy part encore à la conquête de nouveaux territoires, comme ici en Amérique, où il faisait la promotion d'American Vertigo. Il raconte que s'il s'exprimait sur la France, il se prendrait encore beaucoup plus de coups. Et Houellebecq est un assez bon miroir de l'anti-BHL, et ça doit être réciproque sans doute. Ils sont assez bien répartis le territoire. Aujourd'hui, BHL a conquis l'Amérique. Houellebecq est parti vivre en Irlande. Voilà, avant de commenter vos portraits respectifs, première remarque, on fumait beaucoup sur les plateaux de télévisés en ce temps-là. Oui, c'était le bon temps. C'était le bon temps. Absolument. Alors, que pensez-vous de ce portrait? Quels commentaires vous voudriez apporter à ce portrait de Bernard-Henri Lévy? Ça, c'est très difficile. Très difficile de commenter son propre portrait. On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre, surtout. Ça me fait... Il y a des images que je n'avais pas revues depuis 30 ans. Ce fameux apostrophe en face de Maurice Clavel. Par exemple, vraie émotion à revoir cette apostrophe à Maurice Clavel. Et je ne sais pas bien de quoi je lui parlais là, quand je lui dis je ne suis pas d'accord. Je pense que Maurice, à l'époque, devait être encore plus optimiste que moi. C'est-à-dire, il devait penser que mai 68 et ceux qui avaient suivi étaient une espèce d'insurrection spirituelle et d'appel à la révolution des esprits. Et je crois que déjà en 1977, j'étais très réservé par rapport à cette idée. Donc j'étais plus pessimiste philosophiquement, même si je croyais comme aujourd'hui qu'il faut se battre, qu'il faut aller en Bosnie, qu'il faut, quand il y a de l'intolérable, le dire, et qu'il faut essayer de faire son boulot d'intellectuel et d'écrivain engagé. Mais le Bernard-Henri Lévy d'aujourd'hui, quand il voit le jeune Bernard-Henri Lévy, il en est fier, il en a la nostalgie, il dit ça commençait bien. Non, ni fier ni nostalgie, il a l'impression que il a l'impression d'une cohérence, que le programme a été rempli. Il a l'impression que ce que je disais en ce temps-là et ce à quoi j'avais l'intention de me consacrer, je l'ai un peu fait. Et ce que je dis là, que quel que soit leur camp, les victimes ne doivent pas se dissocier, qu'il n'y a pas des victimes, des bonnes victimes et des mauvaises victimes, qu'il n'y a pas de bourreaux privilégiés. C'est au fond ce que j'ai passé ma vie à dire et ce que je dis encore aujourd'hui. Autrefois, j'allais je ne sais où, au Cambodge ou au Bangladesh. Aujourd'hui, je vais au Darfour et je dis la même chose. Alors avec le temps qui a passé, avec des petites blessures, avec quelques illusions de moins. Mais j'ai l'impression d'être resté un peu fidèle à moi-même. Et vous, Michel Houellebecq, est-ce qu'il y a quelques illusions de plus par rapport au portrait que l'on a vu? Ou bien vous vous sentez à l'aise dans ce portrait-là? C'est moi, il faut bien le reconnaître, heureusement ou malheureusement. Finalement, être élevé par ses grands-parents, une des grandes conséquences, je crois, c'est qu'on prend conscience plutôt que les autres que l'homme est mortel. Que c'est des choses assez fragiles, les hommes, et qui ne durent pas très longtemps. Et je pense que c'est... Là, je parle à un moment donné dans ce livre... C'est vrai que Pascal a été un choc énorme. Et la faille secrète, pourquoi Pascal me fait tant d'effets? C'est parce que la mort qu'on sent chez Pascal, en Allemagne, j'ai compris que mes grands-parents allaient mourir, quoi. C'était ça la faille. En même temps, dans Pascal, vous parlez un moment, c'est intéressant, vous dites que c'est aussi fort que le heavy metal. Ah oui, c'est très violent, Pascal. Le fragment que je cite est d'une vie... Ça m'a... Je sais pas, je me souviens, je passais l'après-midi à lire, et le soir, je voyais les gens... J'avais l'impression de voir des cadavres futurs, quoi, devant moi. Que le monde entier était rempli de cadavres futurs. Ça m'a fait un choc incroyable.
Mais vous trouvez approprié qu'on étudie Pascal à l'adolescence, dans les collèges ou dans les lycées? Eh bien, oui, les adolescents ont souvent besoin de cette violence, oui. Ils ont besoin de choses fortes et de commotions nerveuses fortes. Enfin, c'est un auteur pour l'adolescence, Pascal. Enfin, c'est un auteur qu'on lit toute sa vie, mais c'est un auteur qu'on peut commencer à lire à l'adolescence, hein, vraiment. Il y en a d'autres... Oui, parce qu'on va parler des lectures. Parce que ce qui est intéressant dans vos deux trajectoires, c'est la façon dont les choses se sont nouées. Alors, revenons un petit peu, j'allais presque dire au début, l'adolescence. Quel adolescent était Michel Houellebecq? Ah, mais au début, c'est avant, hein, vous savez. Moi, j'ai lu des Clubs des Cinq, des Jules Verne, des Alexandre Dumas. Et dès la Bibliothèque verte, il y avait pas mal de classiques. Hein. Il y avait les contes d'Andersen, les aventures de Monsieur Pickwick, Gradiella. Je me souviens de Victor Hugo aussi. Et l'adolescence, ça partait assez bien. Vous dites dans le livre. Je plaisais bien aux filles, je jouais au football même. Oui, je fumais pas, je pouvais presque être équilibré. C'est vrai que Pascal était un choc terrible. Il y a la prise de conscience de la douleur, quoi, toute la douleur du monde. Il y a des choses qui vous... Enfin, c'est comme si le cœur s'ouvrait et où tous les autres auteurs après, les auteurs les plus noirs, de Dostoïevski à Kafka, j'étais prêt à tout absorber après Pascal. Quoi. Et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de... Pascal, j'ai compris que la littérature, ça pouvait être une question de vie ou de mort. Quoi. Après, j'ai adoré les Stooges, par exemple, vraiment. Et je comprends que des gens plus jeunes aient adoré Nirvana. Et pour moi, le plus fort, ça a été Pascal, le plus violent. Alors, mais il n'empêche que vous dites que ce qui montrait un petit peu la faille dans l'adolescent, c'était cette lecture un peu précoce de Baudelaire. Oui, je trouve bizarre d'avoir lu Baudelaire à 13 ans. Parce que là, c'est pas un auteur pour les enfants, quoi. Je comprends pas tout à fait ce qui me... Mais je crois que je comprenais pas de quoi il voulait parler. Hein. Mais c'était beau. J'étais captivé sans comprendre. Il me semble. Et vous, Bernard-Henri Lévy, l'adolescent, il est plus mystérieux, plus secret. Alors, le secret, chez vous, c'est quelque chose d'important. Quel était l'adolescent qu'on pouvait voir dans Bernard-Henri Lévy? L'adolescent... Non, les livres aussi d'abord. Les livres d'abord, enfin, si j'essaie de me souvenir de ces années, je crois moi aussi que ce qui comptait le plus au monde, c'était évidemment les livres. Je faisais partie de ces gens bizarres qui, selon le mot célèbre, n'auraient pas su ce qu'était l'amour s'ils n'avaient lu Stendhal, n'auraient pas su ce qu'était la mort s'ils n'avaient lu Le temps du mépris de Malraux. J'ai vraiment appris les sentiments dans les livres. Moi, quand j'avais 16 ou 17 ans, j'avais l'impression que la matière du monde, la matière des sentiments, c'était vraiment les mots de la littérature. Que c'est ça qui faisait que... comment dire, je me rappelle par exemple quand il y a eu le livre de François Jacob et Monod, et puis la découverte de l'ADN, etc. Je me souviens m'être dit, mais au fond l'ADN c'est pas ça. L'ADN c'est les mots des écrivains, ceux dont nous sommes fabriqués, ceux dont nos esprits et même nos corps sont fabriqués, c'est les mots des écrivains. Alors les écrivains c'était Baudelaire, moi aussi très vite, et moi je crois qu'il n'y a pas d'écrivain pour adolescents ou pas. Moi j'ai lu Baudelaire avec effroi et une immense émotion. C'était Malraux. Et ce que j'aime bien dans ce livre que nous avons écrit, là, Michel et moi, c'est que c'est au fond une sorte d'exercice d'admiration ou d'hommage payé ou de dettes impayées. Voilà. Je crois que l'un comme l'autre, nous avons pris prétexte de ce livre, ça a été au fond un de ses fils, pour payer nos dettes littéraires. Moi, il y a des écrivains dont je n'avais jamais parlé et qui m'ont bouleversé quand j'étais jeune homme. Je ne sais pas, Malaparte, par exemple, qui a écrit le plus extraordinaire roman de guerre du XXe siècle, Caput,
dont je n'avais jamais parlé, dont je parle ici. Camus, dont je regrette, auquel je regrette de ne pas avoir consacré le livre que j'ai consacré à Sartre. Je suis heureux d'en parler ici. Et d'autres, enfin Romain Gary par exemple, aussi, que j'ai adoré très jeune aussi, très tôt. Alors là pour le coup j'étais adolescent, je ne le lisais pas encore mais je le voyais passer. Je regardais Romain Gary passer boulevard Saint-Germain avec ses chapeaux de cow-boy, ses airs tantôt de vieil académicien, tantôt de ringard précoce, avec ses bottes de cow-boy et ses pantalons plein d'étoiles, d'étoiles de shérif, avec cette espèce à la fois d'immense élégance et de pointe de vulgarité qu'il pouvait avoir, avec cette vie romanesque qui était la sienne. Et vous parlez de la tentation de Gary. Et j'avais pour cet homme, pour cet écrivain, avant de le lire, j'avais une espèce de fascination extraordinaire, mais parce qu'il était un écrivain. Alors, dans le partage de vos passions, votre vie d'adolescent a été partagée entre, bien sûr, les livres et aimer. Parce que vous le dites dans ce livre, en fait, si vous ne faites pas l'amour toute la journée, c'est parce qu'il faut bien lire. Et si vous ne lisez pas toute la journée, c'est parce qu'il faut bien faire l'amour. Oui, enfin oui, la formule n'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. C'est une phrase de Barès. Oui, on ne peut pas. Barès, à qui on avait demandé un jour, enfin, qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée? Parce qu'il était député de Nancy. Et on lui dit, mais enfin, pourquoi faites-vous de la politique? Qu'est-ce que vous faites sur les bancs de l'Assemblée avec cette armée de types qui ne sont pas de votre niveau, qui sont la représentation nationale? Et il avait dit, comme on ne peut pas écrire toute la journée, il faut bien aller à l'Assemblée l'après-midi. Et en effet, quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand j'ai commencé à écrire, c'est vrai, oui, mais c'est ce qui est incroyable avec ce qui se passe, oui. Voilà, avec la correspondance, c'est qu'on dit des choses qu'on dit jamais autrement et qu'on a du mal même à dire sur un plateau. C'est que c'est vrai que pendant très longtemps, et peut-être même encore aujourd'hui, j'ai pensé qu'il y avait deux choses vraiment intéressantes au monde, qui étaient la littérature et l'amour. L'amour des femmes ou l'amour de la femme qu'on aime. Et ma thèse dans cette lettre, c'est que c'est la même chose. C'est que c'est les deux, parce que c'est la même chose, parce que c'est la même énergie qui s'investit dans les deux cas. Moi, je crois par exemple que l'écriture est beaucoup plus physique. C'est aussi ce que j'essaie d'expliquer, que ne le disent souvent les écrivains. Les écrivains se la jouent, ils font comme si tout ça était une activité extraordinairement cérébrale, très abstraite, etc. Et moi, je crois vraiment que rien n'est plus physique et justiciable de la physiologie qu'une écriture. C'est pour ça d'ailleurs que les écrivains écrivent avec leur maladie, c'est pour ça qu'ils écrivent avec leurs poumons malades dans le cas de Proust. C'est pour ça qu'il y a des pages bouleversantes de Kafka, le plus cérébral apparemment des écrivains, où il explique que c'est vraiment son corps qui écrit. Céline, c'est une histoire de main, et je me souviens, ça aussi nous en parlons dans le livre avec Michel, Philippe Muret expliquait dans son Céline comment la grande différence entre les grands textes de Céline, ces grands romans, et puis ces textes antisémites, ces pamphlets, c'est une question de vitesse de la main. Muret avait une démonstration éblouissante. C'est la vitesse de la main qui décidait que tantôt il y avait des romans géniaux qui renouvelaient la littérature française, et tantôt des romans pesants, lourds de tous les clichés les plus bêtes et les plus criminels, qui étaient les clichés antisémites. Donc voilà, je crois que tout ça, c'est la même chose. Michel Houellebecq, il y a dans le livre, on parlait de la dimension physique, vous parlez à un moment, vous comparez l'écriture à ce vélo qu'il faut garder sur la route avec cette espèce de force pour empêcher l'embarder. Oui, moi j'aime bien quand j'ai l'impression que ça peut partir dans les décors, quoi. Et quand il y a des forces... Moi, mes phrases préférées, c'est Schopenhauer qui compare des personnages à des pierres qui dévalent la montagne, quoi. Et il faut arriver à un point où l'énergie nerveuse dégagée par les personnages est forte, et où on fait des petites... on essaye quand même que le roman tienne un peu debout, quoi. Mais c'est comme une descente, hein. J'ai adoré ça quand j'étais petit, la descente. C'est vachement dangereux. J'aimais bien être à la limite de tomber, quoi, dans le ravin. Ça m'excitait vraiment. Et je cherche ça, hein, quand j'écris un livre. J'aime bien être à la limite
de me casser vraiment la gueule, de déraper, de faire un truc qui va plus du tout, qui n'a plus aucun sens. Enfin, j'ai besoin de ça, quoi, de cette espèce de danger. Et plus récemment, j'ai arrêté, hein, là. Mais c'est vrai que j'aimais aussi conduire très vite. Très, très vite. Et faire des petites choses, petits mouvements de volant, petits mouvements de front. J'aime ça, ouais. En tout cas, il n'y a pas eu d'embardé pour votre œuvre. Vous êtes arrivés tous les deux au succès. Qu'est-ce que ça a produit, ce succès? Il y a un moment, vous dites, voilà, il y a une phrase dans le livre, je suis devenu célèbre en septembre 1998 et riche en avril 1999. Ben, disons, j'ai toujours hésité à dire ça parce que j'ai eu des collègues de travail adorables par moment, mais tout le monde sentait bien que j'aurais pas pu tenir très très longtemps, quoi. Donc j'étais très content quand j'ai gagné de l'argent et quand j'ai pu arrêter. Hein. Vous le dites quand c'est très difficile, hein, d'écrire un livre en travaillant en même temps dans la journée. Je l'ai fait une fois, j'ai pas trop envie d'avoir recommencé, quoi. On est tout le temps dérangé, enfin ça va pas. Et donc moi ça a été ça, hein. Point final, la notoriété c'est moins important. Gagner suffisamment d'argent pour vivre de sa plume, ouais. Peu de gens y arrivent, hein, vous savez. Pour échapper au monde du travail. Pour échapper au monde du travail, oui. Et bon. Mais j'ai eu des collègues gentils, hein, qui étaient plutôt... et qui me passaient des trucs qu'ils n'auraient pas dû passer. Hein. J'étais pas un employé... Alors, et la gestion de la notoriété, Bernard-Henri Lévy, est-ce qu'il y a une stratégie pour gérer la notoriété? Est-ce qu'on était préparé, quand on est jeune adolescent qui était Bernard-Henri Lévy à la notoriété? Bien sûr que non. Alors ça vraiment, c'est vrai de Michel, c'est vrai de moi et c'est vrai je crois, de tous les écrivains dont nous parlons. La notoriété, ça vient toujours par hasard et par malentendu. C'est très très rare. Et vraiment, dans tous ceux que nous évoquons, je n'en vois pas un qui ait calculé sa notoriété. C'est une succession de circonstances, moi, je me rappelle, mon souvenir vécu, ce morceau d'apostrophe que vous montriez tout à l'heure, mais je n'avais pas la moindre idée. Le livre dont je venais parler, qui s'appelait La barbarie à visage humain, avait été refusé par mon éditeur, avait été refusé par Grasset en un premier temps, qui avait dit que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On l'avait imprimé à 2000 et quelques exemplaires. J'arrivais à apostrophe, mais vraiment comme je serais allé dîner avec des copains ou comme je serais allé dans une boîte danser. Je n'imaginais pas un quart de seconde qu'il y avait autant d'enjeux. Et Dernalier a failli être votre éditeur, non? Il a fait faillite. Voilà, c'est Jean Dernalier, enfin, paix à son âme, enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas que des qualités, mais enfin, dans ma vie, il a eu ce rôle-là. C'est vrai qu'il m'avait commandé, mais alors dans des circonstances là aussi plus que de malentendus. Enfin, vraiment, il m'a commandé ce livre. Voilà. Mais donc l'idée qu'on puisse calculer cela est une idée absurde. C'est vraiment, il faut avoir une vision complotiste des choses, conspirationniste. Il faut croire qu'il y a quelque chose derrière les apparences, qu'il y a des grands manipulateurs pour s'imaginer que Houellebecq a prévu ce qui allait lui arriver après l'extension du domaine de la lutte, ou que j'ai imaginé un quart d'instant que pouvait m'arriver ce qui est arrivé après la barbarie. Et alors gérer ça après, n'en parlons pas, c'est absurde. C'est absurde, d'ailleurs, quand on essaie de calculer quelque chose, ça se retourne contre vous, et puis c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais pourtant, Michel Houellebecq, dans le livre, vous dites, moi j'ai toujours été mégalomane. Oui. Depuis que je suis jeune. Ah oui, totalement, mais je voulais mais c'était pas à titre personnel, quoi. C'est-à-dire, je pensais que ce que j'allais faire, je savais pas trop bien quoi, allait bouleverser le monde. Oui, non, mais... mais j'étais en coulisses, quoi. J'avais cette idée d'être caché. Dans l'ombre. Vous en parlez aussi oui. de ce désir d'ombre. Je vais me rendre ridicule, mais j'avais des plans de constitution, par exemple. Mais j'étais pas au pouvoir, mais j'étais l'inspirateur de la Constitution. Ah oui. C'est des choses comme ça. D'un État, oui. Démocratique quand même? Oh bah non, pas forcément. Oui. Moi, en ce temps-là, la personne, je crois, que j'admirais le plus et qui est sans doute
une des personnes que j'ai le plus admirées dans ma vie, c'était un conspirateur et c'était un homme de l'ombre. J'étais jeune cagneux, il était vieux normalien et il s'appelait Béni Lévy. Et à l'époque, il ne s'appelait pas Béni Lévy, il s'appelait Pierre Victor, et c'était le chef secret de la gauche prolétarienne. Et vraiment, rien ne me semblait plus enviable et plus admirable que le type, on voit ce visage magnifique, que le type d'influence que cet homme pouvait avoir sur l'histoire de son temps. Ça me paraissait 1000 fois plus intéressant d'être Béni Lévy, dont personne ne connaissait le visage à l'époque, dont personne ne connaissait le nom, qui était apatride, que d'être, par exemple, autre normalien, Georges Pompidou. Entre le destin, vraiment je crois, et je vous assure, Daniel Picouli, c'est pas je suis vraiment sincère, en ce temps-là, si j'avais eu à choisir, et ça je le dis dans le livre, et enfin Michel me le fait dire, entre le destin de Pompidou et le destin de Béni Lévy, je crois que j'aurais choisi le destin de Béni Lévy. Autrement dit, le destin de l'ombre et pas évidemment. Oui, mais en même temps de l'engagement. Et c'est ce qui vous différencie également. Béni Lévy, c'était Lénine. Bien sûr. C'était voilà. Après, il a eu un itinéraire, on en reparlera certainement, puisque Béni Lévy... Il y a une chose qui vous a tenté, et que moi j'ai connu par contre, j'ai eu cette chance, c'est la notoriété pour peu de personnes. Pour un cercle de spécialistes, quand j'écrivais des poèmes. Là, je pense que ça vous a tenté dans un domaine plus intellectuel. Oui. Et même dans la vie, d'ailleurs. Oui, pardon, mais je voudrais qu'on en vienne à votre engagement, puisque c'est une partie importante, d'ailleurs, dans ce livre. Ça vous diffère, ça vous distingue, mais en même temps, c'est très important. L'engagement, justement, nous allons en parler tout de suite avec un sujet qu'a réalisé pour nous Ingrid Demont. Son éternelle chemise blanche en guise d'étendard, depuis maintenant plus de 30 ans, Bernard-Henri Lévy est à la philosophie ce que les French doctors sont à la médecine, un urgentiste tout-terrain, un philosophe sans frontières qui au Cambodge ou ailleurs est de toutes les causes ou presque. Je compte sur cette marche pour provoquer, pour témoigner plutôt, pour indiquer cette solidarité active, cette solidarité internationale avec les pestiférés, avec les damnés du Cambodge. A l'inverse, même si son premier roman s'appelle L'extension du domaine de la lutte, méfiez-vous car chez Michel Houellebecq, le destin de l'humanité n'est pas très éloigné de celui d'une souris de laboratoire. Autant dire que l'espoir d'un monde meilleur n'est pas au programme. Tout le monde finira dépressif, à partir d'un certain âge, je veux dire. Oui, je conclus qu'il n'y a strictement rien à faire, là. Bernard-Henri Lévy, lui, a ses obsessions bien établies. Le fascisme et le stalinisme, cette barbarie à visage humain qu'il pourfend de toutes parts, soutenant Andreï Sakharov, fournissant des radios à la résistance afghane ou militant contre les Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Les Jeux vont se disputer exactement comme en 1936, à quelques kilomètres d'hôpitaux psychiatriques où il y a des gens qui crèvent tous les jours et qui souffrent tous les jours. Ça va se disputer à quelques centaines de kilomètres des camps de concentration dont nous savons et dont vous savez, parce qu'on a tous lu Solzhenitsyn, l'existence. S'il se compare lui-même à un touriste du désastre, BHL est en 1992 l'un des premiers à pénétrer dans la capitale bosniaque assiégée par les Serbes. Engagement fondamental qu'il prolongera par le lancement d'une liste Sarajevo aux élections européennes et par la réalisation de son film Bosna. Cette question-là, c'est une enquête sur la non-intervention occidentale. On ne voit que la Bosnie, bien sûr, ce sont des images bosniaques tournées en Bosnie, mais le vrai sujet du film, c'est nous, c'est vous, moi, vous. Michel Houellebecq, lui, ferait plutôt dans le tourisme désastreux, sexuel, quoi. C'est une vision possible du paradis. Mais en endossant ce rôle ingrat de demi-beauf occidental, amateur de partous ou de chair fraîche en Thaïlande, en osant dire cette vérité et bien d'autres assez frais, Michel Houellebecq trahirait presque une sorte de fibre de l'engagement en creux, comme un microbe qui voudrait bien faire l'effet d'un vaccin. J'étais parti en Thaïlande avec l'idée de base, c'est que le touriste occidental était un gros Allemand en fin de vie, venu connaître un dernier petit moment de plaisir. Et j'ai découvert pas mal d'anglo-saxons jeunes. Donc voilà, c'est une évidence, quoi. Quand tu vois un truc qui marche bien chez les anglo-saxons jeunes, le monde entier va l'adopter. L'un défend Salman Rushdie, Taslima Nasrin ou Ayaan Hirsi Ali contre les intégristes, et c'est l'autre qui se retrouve poursuivi en justice pour des propos religieusement incorrects tenus dans le magazine Lire de septembre 2001.
Car la Houellebecq attitude, c'est quand même une bonne dose de provocation, même involontaire, de la part d'un auteur en exil fiscal. En réalité, j'ai l'impression d'avoir un peu quitté la société. Le fait qu'on n'ait plus le droit de fumer m'interdit les transports en commun, concrètement. De même que ça m'interdit aussi le cinéma, le théâtre, les restaurants, les cafés. Ayant pris conscience de ça, je me rends compte que je ne voterai plus jamais, en fait. Ça n'a pas de sens. Infatigable, BHL poursuit son cheminement tintinesque à travers le monde, à la recherche des assassins de Daniel Pearl, journaliste décapité dans cette maison filmée par le philosophe au Pakistan. Toujours de gauche pour Ségolène quand tous basculent dans l'autre camp, n'hésitant pas à préfacer le livre d'un Cesare Battisti en cavale. L'État français ne peut pas dire pendant 10 ans, 15 ans à un homme, vous êtes chez vous, mettez votre nom dans l'annuaire, exercez votre métier, publiez des livres, ayez des enfants, et d'un seul coup, sans raison particulière, dire « désolé, on a changé d'avis ». Pardonnez-moi, mais quoi qu'ait fait Battisti, ça s'appelle l'arbitraire. Quant à Michel Houellebecq, son manque de combativité est tel qu'il laisse présager le pire. Enfin, je sais qu'à force, je veux dire, je ne serai pas le plus fort, quoi. C'est-à-dire, je finirai par dire, comme tout le monde, non, vous avez raison, au fond, la vie est formidable, mettons que je n'ai rien dit. Voilà, avant de parler de votre non-engagement et engagement, je voudrais remercier Éric Dahan qui nous a permis d'utiliser des images parce qu'il est en train de réaliser un documentaire sur vous dans la collection Empreinte qui sera diffusé un peu plus tard sur France 5. Voilà, je voulais le remercier. Alors, quand on parle de non-engagement pour vous, Michel Houellebecq, peut-être qu'on se trompe. En fait, vous êtes peut-être simplement engagé dans des causes indéfendables. Là, on voyait le tourisme sexuel ou le clonage. Est-ce que c'est pas un peu ça, j'allais dire... Non, c'est une cause assez défendable, ça, le tourisme sexuel. Il n'y a pas de... Oui, mais c'est oui. la question que je vous pose. Mais enfin, bon, je ne suis pas tellement engagé non plus là-dedans. Enfin, Non, j'essaye d'être... j'ai une espèce de réalisme. Plus que de pessimisme, je me sens plus comme un réaliste. Mais oui, pour l'islam, j'ai sans doute eu tort, parce que c'est ça qui est bizarre. C'est vrai que j'ai pas mal de lecteurs arabes, non musulmans évidemment, j'ai pu choquer en disant ça, parce que c'était la religion de leurs parents, quelque chose comme ça. Et moi-même, par exemple, je pourrais être attaqué à longueur de journée par l'humanité, j'arriverai jamais à dire du mal des communistes, quoi. Donc je comprends ce genre d'attachement sentimental à... Mais est-ce que ce que vous dites là, c'est aussi le produit de votre correspondance entre vous deux? Ça précisément, non. Enfin, si le côté revenir sur ce qu'était le communisme, qui n'était pas quelque chose de si idéologique que ça, dans mon cas. Ça, j'en parle beaucoup, par contre. Que c'était vraiment un vote de classe qui impliquait aucune adhésion, ni à Marx, ni à Lénine. Les gens d'une certaine classe votaient communiste automatiquement, sans même connaître le programme, en fait. Donc, bon, ça, j'en parle, évidemment, parce que on revient l'un et l'autre pas beaucoup sur nos années de formation, d'adolescence. Mais c'est une espèce de nostalgie sans vrai contenu idéologique, quoi, dans mon cas. Mais sur l'islam, vous n'êtes pas d'accord. Non, je pense qu'on n'est pas d'accord. Mais est-ce que vous avez bougé? Est-ce que les lignes ont bougé dans cette confrontation, dans cet échange de lettres qu'il y a eu avec Bernard-Henri Lévy? Là-dessus, non. Par contre, bon, sur l'engagement, quand il me pousse vraiment dans mes retranchements, disons que je m'engage de manière vraiment à minima. Par contre, ouais, le Tibet, quand même, voilà, je suis d'accord. Le Tibet, d'accord, mais c'est trop évident, quoi. À cause de la dimension spirituelle, à cause de la dimension religieuse? Ah bah non, parce que là, il n'y a pas photo, je veux dire, entre l'agresseur et l'agressé. C'est quand même un cas particulièrement évident. Je veux dire, on ne peut pas trop dire que les Chinois ont raison. Enfin, ça paraît... Mais je crois que Bernard-Henri Lévy pourrait vous faire la démonstration que toutes les causes qu'il soutient sont aussi des cas évidents. Non, moi, je pense que ce serait moins évident que dans le cas du Tibet, qui est quand même un cas assez extrême, il me semble.
Alors Bernard-Henri Lévy, on va parler de vos engagements, mais il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on a le sentiment que vos engagements s'arrêtent à la limite de la France. C'est-à-dire que vous vous engagez pas en France comme si la France n'était pas intéressant. C'est pas vrai. Vous le montriez d'ailleurs dans ce sujet. Je me suis engagé pendant la dernière campagne électorale. Il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels de ma famille d'idées qui n'est pas cédé aux sirènes du sarkozysme. Et moi, je me suis engagé de l'autre côté. Non, ça c'est pas vrai. Ce qui est vrai, par contre, mais ça je le dis d'ailleurs, c'est une chose que Michel me fait dire avec son plan diabolique de littérature de l'aveu. Là vous avez... Voilà, et là c'est vrai que je suis tombé dans le panneau de manière absolument comme un bleu. Donc c'est vrai que j'ai une petite tendance, qui n'est pas très sympathique, mais que je dis dans le livre et que j'assume, à vouloir faire les choses que d'autres ne font pas. Alors c'est vrai que... Orgueil ? Par exemple, oui, on peut appeler ça de l'orgueil, on peut appeler ça le goût de la performance, on peut appeler ça le goût des choses ridicules comme ça, le goût de l'aventure, que sais-je. Donc, par exemple, faire une enquête sur la mort de Daniel Pearl, c'est vrai qu'il n'y avait personne. Donc ça m'intéressait vraiment de le faire. Aller faire le tour de ce que j'ai appelé dans un autre livre et de ce que j'appelle là les guerres oubliées, qui par définition n'intéressent personne, je trouvais qu'il y avait un défi, je trouvais que c'était important. Voilà. Donc j'ai oui, il y a ça. Quand il y a du monde, je me dis c'est pas la peine. Quand il y a personne, je me dis c'est là que je peux être utile. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que quand on voyait le sujet là que vous avez monté, qui est très bien, on a l'impression que c'est le contraire, Houellebecq et moi. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est quand même lui qui a écrit Extension du domaine de la lutte. Moi, j'ai écrit Les derniers jours de Charles Baudelaire. Et je crois finalement que c'est pas un vrai clivage, ça, engagé, pas engagé. Et par exemple, il y a un texte que nous citons, je crois que c'est moi qui en parle, ou vous, je ne sais plus, c'est un texte de Mallarmé qui s'appelle Conflit et confrontation. Conflit et confrontation, où Mallarmé dit que le poète est le frère en esprit du peuple des terrassiers. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que donc Mallarmé, le poète absolu, l'esprit pur, le poète désengagé, la littérature comme une messe, les cérémonies de la rue de Rome, il n'y a pas plus loin de l'engagement que Mallarmé. Et à un moment donné, il est approché par les anarchistes de l'époque. Il est copain avec des anarchistes autour de Félix Fénéon, etc. Et on lui dit, il faut que tu t'engages dans cette affaire-là. Il faut que tu protestes contre le procès du Cesare Battisti du moment. Et Mallarmé écrit ce texte, Conflit et confrontation. 1, il dit le poète et le terrassier, c'est pareil. Et surtout, 2, il dit, il n'y a rien de plus efficace, il n'y a rien qui ressemble plus à une bombe, et il emploie le mot, que un poème bien agencé et bien nommé. Donc c'est pour ça que s'engager, pas s'engager, on fait comme on sent, selon le tempérament. C'est vrai que, bon, voilà, moi j'aime bien bouger, j'aime bien... mais c'est pas un clivage aussi déterminant que ça. Et c'est une des choses, il me semble, qu'on a découvertes chemin faisant. Oui, mais par contre, il y a quand même un exemple sur la Russie. Bon, vous parlez de la Russie, vous racontez votre Russie de boîte de nuit, et quand même, Bernard-Henri Lévy vous fait remarquer que c'est la Russie de Poutine. Oui. Oui, c'est vrai. La Russie, j'ai pas envie de savoir qui a raison entre Russes et Géorgiens, entre Russes et Tchétchènes, entre Ossètes et... Là, c'est en deçà de la limite de mon engagement. Ça m'intéresse pas. Clairement, ça m'intéresse pas. Et là, nous sommes en désaccord total. Je me sens pas concerné. C'est vrai que je suis un peu dangereux du point de vue aveu. C'est ça c'est un peu un élément de ma force aussi, de mon engagement. Par exemple, en Thaïlande, le tourisme sexuel, j'ai été frappé, les gens me parlent, ils me font confiance parce qu'ils ont l'impression que je ne vais pas les juger du tout. Je donne cette impression-là, quoi. De pas pouvoir m'indigner, ce qui fait que j'ai autant de témoignages de confession que je veux sans effort. Donc c'est bien utile. Il faut se méfier. Ah, faut un peu se méfier, ouais. Oui. Et c'est un des inconvénients de la notoriété, d'ailleurs, les gens se méfient plus. Ouais. Donc vous avez moins de confessions ? Disons... Beaucoup plus.
Tout le monde n'a pas envie de se retrouver dans un livre. Hein. Mais si. Ça, c'est un des désirs alors les plus universels. La demande d'entrer dans le roman est une demande au contraire assez générale. Vous êtes un personnage d'ailleurs dans un roman de Jean, je crois. Ah oui, il est bien celui-là. Oui, il est très marrant. Oui. Surtout la partie... J'aime beaucoup ce Vers chez les Blancs. Oui. Je trouve que c'est une vraie réussite. C'est assez hilarant, la fin. Même s'il s'éloigne, semble-t-il, un peu du modèle. Ah oui, considérablement. Moi, j'ai jamais fantasmé sur Madonna. Enfin, mais c'est vachement drôle. C'est un livre quand même très réussi. Mais alors, quand il réagit comme ça sur l'engagement, on voit dans les lettres que vous avez quand même... Ça m'énerve. Ah oui, ça m'énerve. Oui. Ah oui, mais ça c'est un désaccord. Oui. Ça n'affirme pas ce que je disais tout à l'heure. Sur la Russie, ce livre, c'est pas un livre de consensus. On n'est pas deux compères filant une espèce d'idylle épistolaire d'un bout à l'autre. Il y a des moments d'amitié et des moments même assez, pour moi, qui ont été très bouleversants à distance, puisqu'on ne s'est jamais parlé. Oui. Pendant les 6 mois... Ça faisait partie de votre règle. Oui, c'était la règle, on ne l'a pas établie, mais c'était la règle non écrite. On a correspondu sans se téléphoner. D'ailleurs, on se connaissait tellement peu avant qu'il n'y a pas de raison de se téléphoner. Et c'était vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'il faut faire, à mon avis, pour que ça marche. Le secret, et surtout pas dire à ses proches. Vous n'avez dit à personne, tous les deux, que vous écriviez. Non, moi j'ai pas dit. Non, bien sûr, non, parce qu'une correspondance, c'est ça. Et d'ailleurs, on ne le disait pas à nos proches, sauf les très proches. Moi, j'en parlais à ma femme, c'était la seule personne qui était informée. Mais surtout, ça ne marche pas. Une correspondance qu'on écrirait avec le regard des autres, d'un éditeur, des journalistes. Il y a des journalistes qui se plaignent aujourd'hui, qui pensent qu'ils ont le droit, qu'ils avaient le droit de savoir, et qui sont très indignés et très en colère du fait qu'on ait gardé le secret. Mais ils savent juste plus ce que c'est qu'une correspondance. Une correspondance, c'est par définition quelque chose de secret, quelque chose qui se passe entre deux personnes, entre deux âmes. Et par exemple, donc, pour revenir à cette histoire de Russie, c'est vrai que là, il y a eu un moment de colère. Et ça, la correspondance en porte la trace. On n'a pas rompu, mais c'était un vrai moment de tension. Pour moi, la Russie, quand il m'écrit cette lettre, qui faisait suite à un voyage avec Frédéric Becbédé. Voilà. Vous avez fait les disques jockeys. Voilà, disques jockeys, blonde somptueuse, etc. Et moi, je lui dis, mais attendez, la Russie, c'est le meurtre d'Anna Politkovskaya. La Russie, c'est le livre d'Anna Politkovskaya, Douloureuse Russie. La Russie, c'est les chasses dans les rues de Moscou aux Russes non ethniques. La Russie, c'est un pays où il n'y a pas de code du travail. La Russie est un pays... Aujourd'hui, c'est un grand pays et c'est un grand peuple, mais c'est un régime immonde. C'est Grozny rasé, c'est la Géorgie occupée. Donc voilà, donc ça c'est un désaccord. Puis après, on ne va pas raconter le livre, mais c'est vrai qu'après, voilà, les choses prennent un autre tour. Voilà. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ces différences, c'est d'en trouver les origines. Et on pourrait remonter un peu dans votre éducation. Qu'est-ce qui fait que dans cet engagement ou non-engagement, même si vous n'êtes pas d'accord que ce soit un clivage aussi impérieux qu'il y paraisse, qu'est-ce qui fait, à votre avis, pour vous, dans votre adolescence, dans la figure de votre père, vous en parlez beaucoup, qui est comme une continuité de cet non-engagement de votre père, ce retrait? Oui, il y a chez lui une espèce de retrait qui m'inquiète un peu, hein, d'ailleurs. Je veux dire, j'ai pas envie de devenir aussi misanthrope. Mais c'est vrai, une envie de se mettre à l'écart du monde, une vraie misanthropie jointe à une certaine bonté pour les individus en particulier, hein, mais une vraie volonté de retrait. Et c'est vrai que j'ai un souvenir très fort de ces moments où il y avait une foule et où en fait il hésitait, enfin il n'arrivait pas à se mêler aux gens, quoi. Bon, il a fait métier de guide de montagne. C'est pas non plus un métier. C'est un métier qui incite à une certaine solitude aussi. Il adorait la montagne. Hein, Mais il y a dans le livre, et d'ailleurs c'est un débat, c'est un moment que je trouve très très fort. Vous parlez de l'expérience de votre père, vous racontez une anecdote, un officier allemand est abattu, et ça va vous donner l'occasion d'utiliser cette phrase de Goethe que vous allez rectifier. Vous vous souvenez de cette phrase de Goethe? Oui.
Bon, alors là, oui, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Oui. Alors là, en fait, on est moins en désaccord Oui, mais... Parce que Bernard-Henri saute sur l'interprétation qu'en donnait Barrès, en fait, enfin, au sujet de l'affaire Dreyfus, que moi j'ignorais. Et là, je pense qu'on est plus d'accord à la fin qu'au début, parce qu'il y a chez nous une espèce de scène primitive qui est horrible. C'est les groupes de garçons se choisissant une victime, quoi. La meute. Ouais. Et cette espèce de... Ce qui se produit quand il n'y a plus d'autorité régulatrice. Et une chose qui, j'avoue, a contribué aussi à ma misanthropie. Quand on a vu ça, bon, c'est pire dans les prisons, hein, je veux dire. Moi, je l'ai vécu dans un tas de garçons. Dans les prisons, c'est la même chose en pire, quoi, c'est tout. Et c'est assez horrible, hein, cet acharnement, ce fait de choisir une victime. Le lynchage qui rôde. Alors, c'est vrai que Bernard-Henri, moi je maintiens, est plus courageux que moi, au fond. Parce que lui, il a pris le parti de la victime. Mais vous donnez une explication. Vous dites, moi... moi, j'avoue que... Bon, au moins, j'ai pas été parmi les bourreaux, mais oui, j'ai rien fait, quoi. Vous parlez de votre inaptitude à la violence, qui est peut-être une des origines de ce non-engagement. Oui, mais enfin bon, j'aurais dû faire quelque chose. On peut toujours parler aux gens, hein, dire ce que vous faites c'est dégueulasse, pour que vous emmerdez ce garçon. Ça vous le reprochez? Ah oui. Oui. Oui, je me le reproche. Dans ce sens-là que c'est la scène primale? Oui, là, j'ai pas été un type bien, j'ai pas été un type moche non plus, j'étais un type quelconque, quoi. C'est pire? Non, faut quand même mieux être un type quelconque qu'un des bourreaux. Mais bon, j'ai pas été spécialement courageux à ce moment-là. Et... Alors, Lévy, vous resituez cette phrase, parce qu'il faut expliquer ce qu'il en est. Michel Houellebecq la cite, il la cite approximativement selon vous, et vous voulez la resituer dans le contexte, pour dire ce qu'il en est justement de cette peur de la foule et du lynchage. Bon, le lynchage, c'est une chose. Oui. Ça, en effet, c'est d'ailleurs une expérience que tous les hommes, tous les adultes ont connue dans leur enfance. Hein. Le petit garçon de la classe, le vilain petit canard qu'on barbouille d'encre, à qui on pique sa trousse et qu'on tabasse dans le métro, on a tous connu ça. Donc ça, je crois que c'est en effet une expérience humaine primitive. Hein. Tous les psychanalystes savent que ce qui fait une société, c'est pas l'amour, c'est la haine, que c'est ça qu'il faut tenir en bride, et on le voit dès l'école. Mais moi, je dirais, je sais pas comment vous dire. Michel dit que je suis pas plus courageux. Je crois que c'est pas ça. Moi, j'ai eu une chance, et alors ça, on en parle. C'est aussi un des sujets, pas de désaccord. C'est une vraie confrontation. Moi, je n'ai eu qu'une chance. J'ai pas eu besoin d'être courageux. J'ai eu l'exemple, en effet, d'un père que j'ai immensément aimé et beaucoup admiré, et qui était un homme extraordinaire, qui avait été, lui, extraordinairement courageux pendant la montée du fascisme, à l'époque de la guerre d'Espagne, courageux dans son engagement dans les forces françaises libres, et quelqu'un sous le regard de qui j'ai vécu, vous savez. Et toutes ces histoires d'engagement. Les hommes, c'est une histoire assez, c'est même un peu déprimant tellement c'est simple. C'est vraiment ça, quoi. Les pères, les scènes familiales primitives, c'est la tragédie grecque au quotidien. Moi, dans ma génération, je me rappelle, moi je suis plus âgé que Michel, j'ai quelques années de plus, en mai 68, quand on avait 20 ans, la question qui nous hantait, c'était qu'est-ce qu'avaient fait nos pères. Vraiment, l'engagement de ma génération, l'engagement à gauche, à droite, à l'extrême gauche, dans les groupes maoïstes, dans les parages des groupes maoïstes, elle était commandée par cette question-là. Qu'est-ce que les pères ont fait? Alors en France, évidemment, il y avait un très grand nombre de pères honteux, de pères qui s'étaient très mal conduits, ce qui n'est pas le cas du père de Michel, parce que moi j'ai une hypothèse à propos de l'épisode qu'il cite, de l'officier allemand buté par des résistants dans le métro. Moi j'ai une hypothèse sur son père. Sur sa réaction. Sur la réaction de son père, oui. Moi je vois le père de Michel, dont le portrait d'ailleurs est magnifique et qui est un personnage tel qu'il apparaît très beau.
Moi, je pense qu'il a peut-être été un... Vous savez, il y avait ce film de René Clément qui s'appelait Le Père Tranquille. Oui, voilà, que c'était petit. Voilà, un résistant caché, etc. Voilà. Moi, c'est mon hypothèse sur votre père. Je vous demande pas, si vous me permettez, enfin, je le dis dans le livre, donc vous n'avez pas réagi, donc je me permets de le redire ici. Donc voilà, donc ça c'est une grâce. Quand on a eu un père qui vous a donné cette espèce d'image rayonnante de soi, ben, les choses sont beaucoup plus faciles. Est-ce que je peux me permettre, Bernard-Henri, il y a un passage où vous retrouvez la citation, vous dites, ça m'émeut aux larmes quand je l'évoque, vous retrouvez la citation de votre père à Monte Cassino, ambulancier. Oui. Et c'est aussi constitutif d'un jeune homme. Pour moi, c'est essentiel. Pas d'un jeune homme, parce que ça, je l'ai découvert après sa mort. Mais j'ai découvert après sa mort, parce que c'est toujours comme ça. Les hommes qui ont fait des choses vraiment bien ne s'en vantent pas tellement. Ne vous saoule pas avec ça et vous le découvrez souvent tard et même trop tard. Et après la mort de mon père, j'ai découvert en effet un certain nombre de détails, dont cette citation par le général Diego Brosset, qui est une grande figure de la France libre, et mon père était ambulancier, volontaire, allant entre les lignes alliées et les lignes ennemies, chercher les agonisants et les morts sous le feu, sous la mitraille ennemie. Et c'est vrai que cette citation en style militaire par Diego Brosset, que je cite dans le livre, c'est quelque chose qui pour moi, quand je l'évoque, m'émeut beaucoup. Alors, à la source aussi de vos engagements ou non-engagements, on va employer ce terme-là pour être plus simple, il y a la religion. Vous en parlez beaucoup et vous avez même une hypothèse sur la relation entre l'engagement et la chrétienté. Oui, alors ça c'est un des vrais débats que nous avons. Oui. Ça démarre par une lettre de Michel où il me dit qu'il s'imagine comme une pierre lancée dans le vide, oui. Et qui tombe irrévocablement jusqu'à la fin. Oui, enfin j'ai dans le meilleur des cas, une comète. Oui. Enfin, quelque chose... Vous dites un caillou. Un caillou. Dans le livre, vous dites un caillou. Un caillou, dans le pire des cas, une comète, dans le meilleur. Ah, là, vous êtes beaucoup plus optimiste que dans la correspondance. Si, il y a la comète dans le livre. Oui, il y a la comète du poète dans le livre. Oui. Mais effectivement, et c'est là dont vous en déduisez à juste titre que je suis... apparemment à juste titre que je suis un disciple de Démocrite, de Lucrèce, d'Épicure, et c'est là où je me raconter que j'ai fait 20 années d'efforts pour croire en Dieu. Pour vous intégrer dans des groupes Oui, pour croire en Dieu. Oui, vraiment. J'ai essayé, pendant 20 ans. Et ça n'a pas marché. Mais ce sentiment, quand vous dites « ça n'a pas marché », vous vous interrogez sur le pourquoi ça n'a pas marché ? Je le sais, le pourquoi. C'est parce que l'explication scientifique, positiviste, continue de m'apparaître la plus forte, oui. Mais non, mais ça part de... ça part de ce moment où vous comparez Jérusalem et Athènes, disons la Bible et le matérialisme grec, et vous employez le mot d'avantage. Et ça m'a fait penser immédiatement à Pascal, le pari de Dieu, les avantages qu'il y a à croire en Dieu. Et ça, oui, il n'y a que des avantages. Ça, je suis bien d'accord. Pas tout à fait à croire en Dieu. C'est-à-dire ce que je dis, on part en vérité de Rabelais. Oui, alors je suis tellement surpris que je me mets à croire que vous croyez en Dieu. Oui, voilà, c'est ça. On part de Rabelais, qui parle du Tohu et du Bohu. Les deux îles, l'île de Tohu et l'île de Bohu, cette espèce de désordre originaire que toutes les grandes fables racontant la création du monde mettent aux origines. Et là, nous nous apercevons, je crois, dans cette partie philosophique du livre, que pour comprendre le Tohu et le Bohu, qui sont au cœur de la condition humaine, il y a deux grandes voies. Il y a la voie grecque et il y a la voie juive. La voie grecque, c'est celle d'Épicure et de Démocrite, et ça sera celle ensuite de Lucrèce, De Natura Rerum, dont on se risque à faire un petit commentaire.
Et l'autre voie, c'est celle de la Genèse, qui part de la même idée, une espèce de chaos primitif, une espèce de bombardement atomique insupportable, de vacarme, etc. Mais dont je dis que cette deuxième voie-là, la voie de la Genèse, elle a entre autres avantages celui de permettre la définition et l'apparition de quelque chose qu'on peut appeler une subjectivité. C'est-à-dire que si on veut, alors ça aussi c'est un vrai débat entre nous, si on tient à penser quelque chose qu'on puisse appeler la dignité humaine. Michel, à un moment donné, dit, Michel dit, moi la dignité humaine, je ne sais pas ce que c'est, et j'ai plus de compassion pour un... Autant, pareil. Voilà, il dit, je n'ai pas beaucoup plus de compassion, ou la même compassion pour un animal pris au piège que pour un assiégé de Sarajevo. Moi, je dis que pour moi, c'est pas du tout la même chose, que la dignité humaine, elle a un sens. Mais alors, dans le raisonnement et dans la correspondance, on arrive à cette idée que pour croire ça, pour croire que la dignité humaine, c'est un concept valide, il faut en effet être judéo-chrétien. C'est-à-dire, même si on ne croit pas, et moi, c'est pas une question de croyance, c'est pas une affaire de religion. C'est l'homme à l'image de Dieu. Voilà, moi je crois que le point auquel j'arrive moi dans cette réponse à Michel, c'est que le vrai saut de civilisation, le moment où l'humanité a immensément progressé, c'est quand il y a eu cette idée d'une créature à l'image du Créateur, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Et ça c'est important parce que les gens disent en général, les droits de l'homme, ça s'est fait contre les religions. Les droits de l'homme, les religions, c'est l'obscurantisme. Les religions, c'est un fardeau sur les épaules de la créature tourmentée. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est parce qu'il y a eu le judaïsme et parce qu'il y a eu le christianisme, parce qu'il y a eu la grande peinture italienne catholique, parce qu'il y a eu les inventeurs des droits de l'homme qui faisaient l'hypothèse de Dieu, que les droits de l'homme ont été pensables. C'est pour ça que vous êtes plus optimiste sur l'islam. Et que vous avez aussi une analyse différente de c'est la raison pour laquelle moi je tiens beaucoup, alors oui, à ça je crois que c'est même vital pour le moment de la civilisation où nous sommes. Je crois que le seul vrai clash de civilisation qui existe, c'est à l'intérieur de l'islam, entre les terroristes, les fanatiques, les fascistes, et puis la grande majorité de ceux qui au contraire se reconnaissent ou veulent se reconnaître ou veulent se donner très vite les moyens philosophiques de se reconnaître dans les Lumières, dans la démocratie et les droits de l'homme. Oui, je ne crois pas que l'islam, autrement dit, soit incompatible avec la démocratie. La dignité humaine, alors ce rapport, où, effectivement, il y a un passage, vous dites pour moi, la souffrance d'un animal et celle d'un homme est identique pour moi. Oui, je continue à penser la même chose. Donc vous voyez, il y a des vrais points de désaccord quand même dans ce livre, oui. Et c'est vrai que les religions du livre, je m'en sens totalement sorti. Oui. Et je pense définitivement, quoi, ça. J'ai essayé 20 ans, je vais pas y passer ma vie. Vous dites tout ce qui n'est pas réfutable. Vous êtes très positiviste, effectivement, tout au long du livre. Sauf peut-être à la fin, on verra quand vous parlez. Oui, à la fin, ça devient un peu... ça commence à flancher un peu. Je commence à flancher un peu du point de vue esprit fort. Voilà, oui. Mais j'ai quand même été frappé par le fait que la science est une chose qui marche. Les mathématiques sont un domaine qui permet d'arriver à des certitudes définitives. Bon, la physique, parfois, il faut changer de paradigme, mais c'est quand même quelque chose qui marche très bien. Vous dites que vous ne croyez pas à ce qui n'est pas réfutable? En principe, non, j'y crois pas. Disons que c'est une formation intellectuelle qui a pesé quand même, enfin qui pèse. Et je sais pas pourquoi je dis qu'il pèse. D'ailleurs, j'ai une attitude que je revendique. Je revendique le positivisme, oui. On le verra. Le positivisme logique, en tout cas. Bon, pas suite contre, là, c'est une autre histoire. Qui est un petit peu dévié, oui, effectivement, celui de contre. Mais la méthode, la preuve, la démarche expérimentale sont des choses que je revendique. Alors on voit un peu ce qui vous sépare, mais il y a quelque chose que vous partagez et que vous évoquez dans le livre de façon même plutôt douloureuse, c'est la meute. Cette haine que vous suscitez, on va le voir, c'est parfois très violent, et ce qui fait le plus mal vient souvent de là où on ne l'entend pas. C'est un sujet réalisé par Sérine Lorta-Jacob.
Lorsque l'un s'engage, l'autre s'exile. BHL, Houellebecq, deux écrivains controversés que tout sépare, la religion, les origines, la France. Tout sauf l'animosité qu'ils inspirent à certains. Mal aimés, parfois calomniés, dans Ennemi public, ils dénoncent ce qu'ils appellent la meute. Des journalistes, des biographes et des sites d'information sur le web, parmi lesquels bakchiche.info, où l'on retrouve le directeur de la rédaction. C'est un grand honneur qu'il nous a fait en nous désignant comme le chef de meute, en quelque sorte, qui lui voudrait un mal extrême. Dans une imposture française, Nicolas Beau dénonce le système BHL. Pour lui, le philosophe restera toujours le chouchou des médias, grâce notamment à son réseau. Il a un formidable réseau d'amis, de relations, de connaissances. Dans l'ensemble des médias, il travaille beaucoup, il est 12 heures par jour accroché à son portable, à téléphoner, à rendre service, il rend beaucoup service, BHL. Si un auteur, un ami veut publier un livre, il lui propose des confortables à valoir chez Grasset. Bon, s'il est un peu fatigué, il l'invite à Marrakech dans sa piscine. À Paris, il y a deux catégories de gens, ceux qui ont pris un bain dans la piscine de BHL à Marrakech et les autres. Bon. Après BHL, l'homme de réseau, c'est BHL, le journaliste, qu'on attaque. Rencontre avec l'auteur du B.A.B.A. de BHL, Jade lui reproche de bâcler ses enquêtes, de ne vérifier ni les sources ni les faits. Autant de choses qui font aujourd'hui la crédibilité d'une information, mais lui ne prend pas la peine de le faire parce qu'il se contente finalement d'un cinéma hollywoodien, de scènes romantiques, de grandes descriptions, du marché de Karachi. Tant pis si les noms sont faux, si les chiffres ne sont pas vérifiés, ce qui compte c'est le spectacle. Donc en gros, il s'est inventé une carapace qui empêche absolument de le critiquer à tout moment sur toutes ses erreurs, puisque quand c'est une erreur, c'est de la fiction. BHL, un truqueur d'information qui ne doit son rayonnement qu'à la puissance de son réseau médiatique. 5 biographies à charge et des attaques directes qu'on peut lire sur certains blogs où les internautes commentent librement chaque livre, fait et geste du philosophe. Idem pour Michel Houellebecq, les deux écrivains ont les mêmes ennemis, mais pas pour les mêmes raisons. C'est quelqu'un qui a imposé son temps, sa temporalité aux médias, une espèce de lenteur, etc., des choses comme ça. Et encore une fois, je crois que ce qui fascine, c'est son côté un peu Tintin perdu. Il demande de l'amour et en échange, il donne de la haine. Houellebecq, l'ennemi déclaré du genre humain, déprimé, cynique, réac, raciste, on aura tout dit sur l'écrivain. Adulé, détesté par la presse, entre eux, c'est l'amour vache. Dans Ennemi public, l'écrivain répond aux offenses, un tel est traité de ténia, les autres de vésicule eczémateuse. En ligne de mire, le biographe qui a démystifié le personnage. Je me suis aperçu que c'était pas du tout le paumé qu'il voulait faire croire, mais qu'en fait, c'est un type qui avait fait quand même de brillantes études, qui avait travaillé à l'Assemblée nationale, qui avait toujours été, comment dirais-je, un salarié. Tout d'un coup, s'est révélé une existence de, ma foi, de petits bourgeois, voilà, plutôt pas mal lotis, quoi. Enfin. Michel Houellebecq en veut au biographe d'avoir retrouvé sa mère, Lucie Secaldi. Elle aussi fait partie de la meute. Dans son livre, elle tire à boulet rouge sur son fils. Michel Houellebecq, ennemi intime. Vous écrivez, c'est un menteur, un imposteur, un parasite et surtout un petit arriviste prêt à n'importe quoi pour parvenir à la fortune et à la renommée. Je maintiens, mais ça ne veut pas dire que je le déteste. C'est objectif. Oui, c'est un menteur, parce que je ne suis pas ce qu'il a dit. Un imposteur, parce qu'il n'est pas ce qu'il prétend avoir été. Un parasite, parce qu'il a tout le temps vécu aux dépens et au crochet de ses femmes. Et quid du livre Ennemi public, la meute repart à la charge. Cette fois, on ne pardonne pas aux deux écrivains de s'auto-proclamer ennemi public et de s'ériger en victime. On dirait, je sais pas, une conversation dans une cour de récréation entre deux petits garçons immatures qui ne supportent pas la moindre critique. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? BHL, les insinuations, Houellebecq, les insultes. Voilà, moi je trouve que ça donne une triste mais assez juste idée des intellectuels français d'aujourd'hui. Et lorsqu'ils se lancent à la conquête du grand écran, les deux écrivains font enfin l'unanimité. Cette fois, c'est contre eux. L'adaptation de La possibilité d'une île au cinéma ne convainc personne. Quand il s'essaye à la science-fiction, on dirait un vieil épisode de Cosmos 1999, série culte que j'adore, mais dont je n'ai pas retrouvé ni l'humour ni l'élégance. Enfin voilà, c'est consternant, on ne comprend rien. C'est d'une pauvreté cinématographique assez extraordinaire, le montage est aléatoire. Voilà, je suis consterné parce que moi on m'avait dit que Houellebecq était un grand penseur, un grand auteur, quelqu'un qui rentrait comme ça, qui posait des pavés dans la mare à tout point de vue. Et j'ai vu le film d'un petit penseur aux petits pieds, très nombriliste et sans aucun intérêt.
Et à la sortie de son film Le jour et la nuit en 97, BHL se fait siffler au Festival de Berlin. La presse est unanime, le film est mauvais. Alors autant Houellebecq revisite un cinéma d'auteur très minimaliste, vraiment le plus épuré possible, autant Bernard-Henri Lévy, lui, voulait du grand cinéma avec des grands mouvements de caméra. Il suffit pas d'avoir les moyens et de balader sa caméra sur une grue pour faire du cinéma, il faut que tout ça ait un sens. Il doit certainement rêver à ces images d'Épinal aux États-Unis avec le réalisateur et la casquette sur une grue comme ça qui s'élève, qui donne des ordres partout. Le problème, c'est qu'à l'écran, c'est juste ridicule, c'est d'un lyrisme bêta et ça n'a aucunement le lyrisme et la fougue que ça voudrait avoir. Voilà, bon, on voit que la critique ne vous épargne pas, mais on va revenir sur les différents éléments qui sont évoqués dans le sujet, mais surtout sur les deux stratégies ou les deux manières que vous avez de répondre à cette meute. On va dire vous êtes plutôt l'objecteur de conscience et vous le guerrier. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces deux appellations par rapport à ce qui vient d'être dit là, Michel Houellebecq? Oui, il y a un point, oui, je pense que il y a quand même trop de vie privée dans les médias de nos jours, pas seulement pour les écrivains, pour tout le monde, que ça a atteint un niveau assez abject quand même, faut bien le dire. Et sinon, à vrai dire, bon, je ne sais pas si Bernard-Henri a du pouvoir, un réseau, mais en tout cas, moi j'aurais dû en prendre plus. C'est comme ça que je veux dire. Là j'en suis... J'ai pas, par exemple, il y a des manuscrits qu'on m'a envoyés qui me plaisaient bien, que je n'ai pas réussi à faire publier, quoi. J'ai vraiment zéro pouvoir, c'est consternant vu ce que je suis connu. Donc, et le pouvoir, il vaudrait mieux que ce soit des gens comme moi qui l'exercent que... oui, bon. Et il faut qu'il y ait des gens qui exercent, ça existe. Position de pouvoir, il en faut. Et j'aurais dû faire ça. Bon, sinon... moi, j'ai jamais... et je protesterai jamais contre une critique négative. Par contre, non, des enquêtes sur ma vie privée, je trouve qu'il n'y a aucune raison, quoi. Aucune raison. Et je m'espérais, en tant qu'écrivain, donc personne quand même moins connue qu'un acteur, qu'un présentateur de télévision, qu'un chanteur, je m'espérais à l'abri de ça, et ben non. Et je trouve ça triste et dégueulasse. Mais ça vous touche, et d'ailleurs vous avez une façon de réagir, vous réagissez par le corps, vous avez de l'eczéma. Oui, j'ai de l'eczéma, vraiment, ça me donne de l'eczéma. Donc oui, je réagis très très mal à ça. J'ai jamais supporté les indiscrétions, les choses comme ça me dégoûte, quoi. Juste, ça me dégoûte. Ces gens me dégoûtent. Bon, c'est dit assez clairement. Oui, c'est dit clairement. C'est dit clairement. Mais par exemple, on voit que face à des attaques qui sont très virulentes, vous avez comme seule solution ou punition de rayer la personne de votre carnet d'adresses. Ben oui, c'est vrai que c'est la seule punition que j'ai, oui. Ben non, mais je suis déçu, j'ai été déçu par les gens qui ont témoigné dans le De Montpion. Mais pas tellement des gens du milieu terrain, des amis qui étaient des amis d'enfance. C'était horrible de voir ça. Et vous regrettez pas des fois ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de votre manque de disposition physique pour aller régler des problèmes? C'est effectivement, à plusieurs reprises dans le livre, je me dis que Bernard-Henri a raison. Moi, la plupart du temps, j'essaye de ne pas regarder ce qui se dit sur moi, du tout. De temps en temps, je ne peux pas m'empêcher, je regarde. Lui pense qu'il faut regarder pour voir où est l'adversaire, où est l'ennemi, pour riposter. Et assez souvent dans le livre, je suis tenté de penser qu'il a raison. Vous avez désactivé Google, mais vous, pas. Et vous, Bernard-Henri Lévy, vous avez une méthode tout autre pour répondre à la meute, ou même vous prémunir de la meute. Laquelle? Eh bien, on va parler par exemple de méthodes qui vont jusqu'à la 3e corbeille. J'ai adoré ce passage. Oui. Racontez-moi ce que c'est que la 3e corbeille. Ah oui, non, ça c'est autre chose. Oui, mais je vais vous dire. D'abord, je pense que... Un mot d'abord. Oui. Il est arrivé à Michel, ça il est trop pudique pour le dire, mais il est arrivé une chose qui, je crois, n'est jamais arrivée à aucun écrivain. Les gens qui sont allés chercher sa mère. Parce qu'il y a une longue histoire dans la littérature des mères d'écrivains, des mères indignes, etc. Rimbaud, Baudelaire... Folcoche, Hervé Bazin, etc. Mais ce qu'on lui a fait là, c'est-à-dire aller chercher cette dame
et lui faire écrire cette espèce de torrent d'injures contre celui qu'elle appelle son rejeton, ce qui en français est un mot terrible, comme vous le savez sûrement. Ça, je crois que ça ne s'était jamais produit. Et là, c'est un moment d'ailleurs très bouleversant du livre. À un moment donné, je suis je ne sais plus où, je m'apprête à lui écrire une lettre circonstance sur Auguste Comte, justement, et sur la comparaison, sur les rapports entre Auguste Comte et Althusser. J'ouvre Le Monde et je vois une pleine page sur le livre très complaisante, sur le livre de la mère de Michel. Et là, c'est vrai que ça réoriente le livre complètement. Là, il se passe vraiment quelque chose, c'est sans précédent, il me semble, dans l'histoire de la littérature. Alors, en ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais eu ça grâce au ciel. Moi, j'ai juste eu des attaques de ce genre. Le monde se divise entre ceux qui sont baignés dans ma piscine ou pas. Enfin, tout ça est assez puéril. Vous avez été entarté, c'est violent, vous le dites. Attendez, alors ce que je trouve sur le fond, c'est qu'il y a quelque chose en effet de bizarre. Un écrivain, c'est quelqu'un qui met des masques. C'est ça un écrivain. Sinon, on n'est pas un écrivain. Aragon le dit dans un portrait, une conversation que je rapporte très ancienne. Un écrivain, c'est quelqu'un qui met des masques, qui en change et qui a cette liberté fabuleuse. C'est pour ça qu'il enchante aussi ses lecteurs, de changer de masque comme il veut. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent pour vous arracher le masque. C'est ça, ces fameux biographes, ces biographes à gages. Ils viennent pour arracher le masque et pour voir ce qu'il y a derrière. Alors ça, d'abord, c'est un geste d'une grande violence. Ensuite, c'est un geste de gens qui n'aiment pas la littérature, qui n'aiment pas la leçon d'Aragon telle que je la rapporte dans ce livre. Et c'est des gens qui parfois vont trop loin. Alors c'est là ce que vous appelez la troisième corbeille. C'est vrai qu'il y a eu des moments, quand il y a eu cette avalanche de livres, ces 5 biographies ou essais à charge, où j'ai eu la nostalgie d'une vieille pratique qui a été interdite par Richelieu, mais qui a perduré jusqu'à Gaston Defebvre et qu'on appelait le duel. Marquis de Cuevas. Le marquis de Cuevas, ça c'était contre Serge Liffard, je crois. Defebvre, c'était contre un député gaulliste. Proust a provoqué en duel un type qui s'appelle Jean Lorrain parce qu'il avait rapporté une scène de vie privée concernant Lucien Daudet. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus une affaire littéraire, où c'est pas tout à fait une affaire judiciaire, mais où en effet on a envie de renouer avec cette bonne vieille habitude perdue qui s'appelle le duel. Alors dans ce cas, le marché est simple, ou bien le type renonce à son petit travail de fouille-merde, ou bien en effet, oui, là ça devient, comme dit Schwarzenegger dans je ne sais quel film, ça devient personnel. Voilà. Alors, je pense que... Bon, Bernard-Henri a absolument raison, ça ne sert à rien de faire des procès. Je pense qu'il, par moment, alors là je vais presque faire mon engagé, c'est qu'il faudrait les faire pour le principe, quoi. Pour que les méchants soient punis, enfin, parce qu'en fait on les gagne à chaque fois, mais ça prend du temps, et puis c'est... Moi je me souviens, l'auteur de la biographie sur moi, j'en ai eu qu'une, dans une interview se vantait d'avoir fait dans son livre des choses clairement illégales dans l'espoir d'avoir un procès. Bon. Mais n'empêche, il faudrait quand même faire des procès. Je sais pas, quand la justice se prononce souvent dans le bon sens. Là, par exemple, Assouline et le Nouvel Obs ont été condamnés récemment. Enfin, donc il faudrait, dans le principe, parce que... Mais ce serait un tel temps perdu. Oui, c'est vrai que c'est un temps perdu absolument considérable. On ferait moins de livres, on serait perturbé. Mais ce qui est grave dans cette histoire d'approche biographique, c'est qu'au fond, ces gens sont des minables et incapables d'écrire un roman. Et le fond de leur pensée, c'est ils écrivent des romans d'accord, mais c'est dans leur vie qu'il faut chercher. Et voilà, ils ont fait que retranscrire des trucs de leur vie. Enfin, c'est ça, c'est ça le fond. Et Parce que le problème, c'est pas nous. Je veux dire, d'abord, il y a plus mal loti que nous, et il y a infiniment plus maltraité que nous tous les jours et dans toutes les catégories sociales. Mais ce qui est en cause, c'est cette manie moderne d'indiscrétion généralisée. C'est-à-dire, on est dans un nouvel âge, sous prétexte de transparence, sous prétexte d'authenticité, on est dans une société d'indiscrétion. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils ont le droit, alors quand c'est nous, à la limite, c'est moins grave, sauf le cas de sa mère. À la limite, c'est moins grave, parce que c'est souvent tellement bête et tellement puéril, et tellement, même les biographes en question, je le dis à un moment donné à Michel, je les ai
je me suis tellement amusé aussi à les balader et à les désinformer. Et j'ai même passé des moments assez marrants, franchement. Mais au-delà de nous, on a les moyens de nous défendre. On peut faire des procès, on peut écrire des livres, etc. Mais c'est la société dans son ensemble qui vit sous ce régime de l'indiscrétion permanente. Il n'y a plus de secret. Dans les droits de l'homme, Baudelaire, qui nous est cher à tous les deux, demandait qu'on ajoute à la liste des droits de l'homme le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Nous, dans ce livre, nous en proposons un troisième, qui est le droit au secret. Le droit au secret, c'est un droit de l'homme, et je crois que pour tout le monde, les écrivains et tous les gens fichés de la société d'aujourd'hui, c'est un droit qui est menacé. Ben, à vrai dire, c'est dans la loi. Hein. Je veux dire, le SMS de Sarkozy, c'est... Alors évidemment, il ne peut pas se permettre de faire un procès en tant que président de la République à un journal, donc il a finalement laissé tomber, mais il l'aurait clairement gagné, quoi. Et l'inconvénient de ne pas faire de procès, c'est qu'il y a une véritable impunité qui s'installe. Parce qu'on a l'impression, est-ce que vous avez eu cette impression-là, Michel Houellebecq, que Bernard-Henri Lévy vous donnait quelques conseils pour comment vous vous comporter face à ce type d'attaque? On a dans votre livre, il y a, je crois, c'est entre amis. On se dit des choses comme, par exemple... Oui, conseil intelligent, d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut agir en amont, clairement. Ouais. Bon, là, j'avais pas le temps. Là, j'écrivais La possibilité du Nil au moment où il écrivait sa biographie, l'autre con, mais c'est ça qu'il faut faire, ouais. Il faut agir en amont. Moi, je donne deux conseils. Agir en amont et lire Spinoza. Et lire Spinoza. Ça, on peut lire pour le plaisir. Oui. Là-dessus. C'est-à-dire, il y a un passage de Spinoza que je cite et que je commente, qui démontre mathématiquement que un écrivain comme vous, de votre taille et de votre importance, l'emportera nécessairement sur les gens qui à la lettre, vous cherchent des poux. Oui, et ça, j'espère vous avoir convaincu dans cette... Oui, le seul point, c'est que je continue à penser que ce sera plutôt un peu après ma mort, quoi. Alors j'ai déjà gagné sur ce point. Vous admettez qu'après votre mort, vous gagnerez. Ben, moi, je pense que ça sera avant. Je pense qu'ils lâcheront prise avant et que vous l'emporterez. Il est quand même plus optimiste que moi. Il y a pas... Non, mais je crois que la vérité finit par l'emporter. Et je crois que les écrivains, et surtout les écrivains de grand talent, sont plus forts que la meute. Et ça, c'est Spinoza. 1, la meute est faible. 2, la meute a peur. Et 3, la meute est impuissante. Mais Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous n'avez pas changé de stratégie ou d'attitude? Parce qu'il y a deux cas. On dit des choses sur votre père, vous ne protestez pas. Par contre, on dit quelque chose à propos de votre mère, à savoir qu'elle n'est pas juive, c'est Jean Edernalier. Et là, vous vous dérangez quand même à la brasserie Lippe pour autre chose que, j'allais dire, négligé. Oui. Oui. C'est vrai que ce jour-là, enfin, il n'est plus là. En effet, je raconte la scène dans le livre, je raconte l'incident, oui. Ali avait fait dans le Figaro magazine de l'époque un article absolument insensé qui déjà, on est en 79, j'ai 2 ans d'existence publique. J'ai peut-être déjà le réseau tout-puissant, j'ai peut-être déjà des piscines dans le monde entier où j'invite les journalistes bienveillants, je ne sais pas. Mais toujours est-il que Allier se fait commander par le Figaro Magazine un article sur ma mère absolument répugnant. Et ça, c'est vrai. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un côté, peut-être ma mémoire archaïque qui parle. C'est vrai que je ne l'ai pas supporté, que je suis allé chez Lippe à la sortie du journal et je l'ai... Vous l'avez un peu bousculé et vous avez été je l'ai frappé. Voilà. Mais est-ce qu'on peut... Juste une petite remarque. Mais ça, je déteste ça, d'ailleurs. Je pense que c'est pas bien non plus. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Mais est-ce que, simplement, Scène de la vie littéraire à la fin du XXe siècle. Voilà, absolument. Mais même, alors, un petit peu au-delà de ça. Non, mais un peu au-delà de ça. D'ailleurs, vous racontez, après, on verra aussi qu'il y a d'autres bagarres, mais qui sont d'un autre ordre devant un café. On parlera d'Aragon un petit peu plus tard. Mais est-ce que... je ne suis pas battu avec Aragon. Non, mais vous êtes battu devant ce café, vous savez à quoi je fais référence et on en parlera. Non, mais est-ce que tout simplement, on ne défend pas de la même façon son père et sa mère? Je sais pas. J'ai peut-être mûri ou j'ai peut-être vieilli. C'est vrai que ce jour-là, je suis devenu fou. Je suis redevenu fou 20 ans plus tard, quand un jour j'ai appris dans une émission de télévision comme la vôtre, qui vous précédait sur cette chaîne d'ailleurs,
qu'on avait écrit des choses abominables sur mon père, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure. Et c'est vrai que peut-être que si l'occasion s'était présentée, s'il n'avait pas été minuit et demi, peut-être que je me serais conduit de la même manière. Non, c'est la même chose. Je vais vous dire, moi, toutes les attaques qui me visent, moi, je pense vraiment que je suis assez grand pour me défendre. Je pense que c'est pas très grave. Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. Et je pense que c'est souvent tellement bête que ça mérite pas. Mais quand ça concerne d'autres, et notamment des morts, des gens qui ne sont plus là pour se défendre et dont je sais que s'ils avaient été là, ils n'auraient même pas, les gens en question n'auraient même pas osé le 10e de ce qu'ils ont osé. Là, c'est vrai que j'ai tendance à me fâcher un peu. Voilà, mais j'allais presque dire que, pour revenir à la scène initiale dans la cour de récréation, j'ai l'impression des fois que Bernard-Henri Lévy, il aura envie de vous défendre, vous. Mais il y a une phrase de Nietzsche qu'on cite très très souvent, cette fameuse phrase « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort », mais vous ne la comprenez pas de cette manière-là. Disons que quand je suis de très bonne humeur, j'arrive à penser ça. Je me dis quand même le plus souvent que quand on prend des coups qui ne vous tuent pas, on en ressort un peu plus faible. Je suis désolé, hein, mais... Bon, je sais pas, je me suis rendu compte que par rapport au duel, le procès est comme un progrès. Mais non, mais donc il faudrait... Mais ça prend plus de temps. Bien sûr, mais c'est ça le problème. Or, ce que nous avons de plus rare, oui, c'est le temps. Je sais bien. Mais il faudrait quand même faire confiance à la justice, je crois. Bon, en tout cas, moi, je crois qu'il faut faire confiance à la... Vraiment, alors ça, je le pense au plus profond de moi, et c'est là, dans cette petite partie du livre, c'est ma conclusion personnelle, il faut faire confiance à la littérature. Et vraiment, je suis tellement persuadé que ces 2 ou 3 sites, parce qu'en plus Internet c'est 1000 fois mieux que ça, il y a 2-3 sites Internet qui nous cherchent noises, mais il y a tellement de sites Internet qui au contraire sont à sa gloire. Michel Houellebecq a des fan clubs dans le monde entier, il y a des blogueurs australiens. Le courrier que vous recevez. On reçoit du courrier, etc. Donc la situation, les choses sont tellement... c'est tellement mieux que ce que voudraient nous faire croire ces agités. Alors c'est toujours pareil, évidemment, les modérés ou les gentils font toujours moins de bruit que les fanatiques et les violents. C'est comme dans l'islam, on disait tout à l'heure, les musulmans modérés, on ne les entend pas. La petite minorité de radicaux et de fanatiques, c'est des braillards. Là, toute proportion gardée, c'est un peu la même chose. Mais les Houellebecquiens sont tellement plus nombreux et tellement plus puissants que la petite cohorte de types que vous avez au trou. Ça compte si peu. Plus puissant que la meute. Donc on a vu ce qu'il en était de la meute et surtout de vos 2 manières d'y faire face. Alors c'est une meute franco-française et moi j'ai vu... Regardez le Clésio par exemple. Oui, alors. Le Clésio. Voilà. Grande nouvelle. Oui, bien sûr, prix Nobel. Prix Nobel, on n'en a pas parlé. Oui. C'est magnifique parce que c'est un Français... parce que c'est un Français ouvert au monde, etc. Et parce que c'est un Français qui a porté la parole des damnés et des petits très souvent. Les mêmes qui l'encensent aujourd'hui, je voudrais qu'on ait la curiosité et que vos confrères de la presse écrite aient la curiosité de fouiller dans leurs archives. Comment ils ont traité le Clésio, certains de ses livres, il y a 10, 15 ou 20 ans. Les mêmes qui le mettent, et ils ont raison, parce que c'est la plus belle nouvelle de la journée, les mêmes qui le mettent en pleine page, en couverture des quotidiens, qu'ils regardent dans leurs archives, qu'ils se rafraîchissent leur propre mémoire, comment était traité le Clésio il y a 10 ou 15 ans. Et s'ils ne trouvent pas, je vous donnerai et vous leur rafraîchirez la mémoire. Voilà, ce qui veut dire que la victoire de la meute n'est pas inéluctable. Alors on a vu comment vous avez réagi, chacun à votre manière, à cette meute, mais j'ai envie de savoir si cette meute est simplement franco-française ou si à l'étranger on vous perçoit autrement. Alors, pour répondre à cette question-là, j'ai réuni 3 journalistes de la presse internationale et vous pouvez d'ailleurs profiter de leur venue pour aller fumer une cigarette. Mais Michel Houellebecq, je crois que vous ne fumez plus de vraies cigarettes. Non, encore un petit peu, mais j'ai acheté un produit là, qui est vraiment très bien. Oui, alors, en fait, on a le droit, voilà, le CSA... c'est permis sur tous les plateaux télévisés. On peut revenir presque à l'époque d'Apostrophe. C'est saisissant. Et pour un fumeur, même très accro,
C'est de loin ce que j'ai rencontré de mieux comme substitut. Alors je vous propose pas une vraie ça cigarette s'achète sur Internet. Hein. Oui. Enfin, voilà, on va faire du téléachat là bientôt. Donc, faites gaffe au CSA. Oui, si je peux me permettre. absolument. Alors, donc, bien, alors vite, courons à l'étranger et voyons comment vous êtes accueillis à l'étranger. Ne bougeons pas tout de suite. C'est un sujet réalisé par Amélie Groux. Bernard-Henri Lévy comme Michel Houellebecq sont traduits dans une quarantaine de pays et on peut les compter tous deux aujourd'hui parmi les écrivains français les plus lus à l'étranger. Jérôme Béglé revient sur ce décalage entre la France et le reste du monde. Tout ce qu'on reproche à Bernard-Henri Lévy en France à l'étranger, c'est-à-dire le côté je me mêle de tout, c'est les Américains et les Anglo-Saxons adorent ça. Il a investi le territoire américain presque scientifiquement. Ça faisait longtemps qu'il y pensait. Et c'est avec la parution de Qui a tué Daniel Pearl en 2003 que sa cote explose aux États-Unis. Graydon Carter, directeur du redouté Vanity Fair, lui consacre 11 pages. Ce qui me séduit chez BHL, c'est son côté ovni. Il ne ressemble à aucune espèce d'écrivain chez nous. Les télévisions se l'arrachent, The Star is Born. French philosopher Bernard-Henri Lévy takes a look at the issues that drive America in his new book called American Vertigo. I think that the workings of democracy in America are more alive than ever. C'est avec American Vertigo qu'il fait littéralement exploser le box-office. Il est 15e dans la liste des meilleures ventes du New York Times. Le New York Observer salue un livre fin et passionné. S'il y a 3 ou 4 intellectuels français qui comptent aux États-Unis, Bernard-Henri Lévy est incontestablement dedans. Les Américains adorent ceux qui essayent de leur expliquer qui ils sont. Quand il va faire son périple à travers toute l'Amérique, il va apporter des embryons, des bribes de réponses aux Américains qui, sans lui dire merci, lui en sont en tout cas un peu reconnaissants. Je me souviens que tu étais très désirable. Le dimanche étendait son voile un peu gluant sur les boutiques à frites et les bistrots à nègres. Pour Michel Houellebecq, c'est un petit peu différent. Il a fait l'objet, il fait encore l'objet de beaucoup de thèses aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe centrale. Là-bas, quand il se déplace, notamment en Europe centrale, c'est une espèce de modèle. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans ses précédents livres, il a eu une espèce d'intuition de la façon dont pouvait tourner le monde. N'en déplaise à Donald Morrison qui déplore dans le Times la mort de la culture française, la presse internationale célèbre Michel Houellebecq. Offensif, provocateur, plein d'humour pour le San Francisco Chronicle. Le New York Times parle d'un écrivain formidable, drôle et prophétique. Et pour le quotidien El País, Michel Houellebecq a révolutionné la scène de la littérature française. Bon, c'est vrai que je suis insolent. It's true that I'm insolent, but that said, it's more an absence of respect, really. Just interpreted as insolent. Même pas en France, parce que l'un comme l'autre, ils représentent tout ce que les Français détestent. Michel Houellebecq marche très bien en Allemagne, il a une image assez différente de ce qu'il a en France, donc la presse allemande s'intéresse à lui pour ce qu'il est et pour les livres qu'il publie. Dans beaucoup de pays étrangers, on va s'intéresser aux livres, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qu'il dit, en quoi est-ce une thèse intéressante, en quoi est-ce bien écrit. Dans ce journal allemand, on peut lire « La littérature dans sa forme la plus actuelle est incarnée par Michel Houellebecq depuis la mort de Duras et de Rob Grillet. Trêve aux attaques personnelles, place à la littérature. Alors qu'Ennemi public sort à l'étranger, la presse n'a de cesse de dénoncer l'acharnement de la critique française. Pour le Corriere della Sera, le succès ne se pardonne à personne, c'est pour cela que BHL et Houellebecq sont les ennemis publics des lettres françaises. The Guardian enfonce le clou. La France s'est souvent régalée en jetant l'opprobre sur ses plus grands auteurs, faisant des procès de moralité à Flaubert et Baudelaire. Cette fois, 2 boucs émissaires culturels ont rejoint les rangs pour exprimer leur ras-le-bol d'être constamment vomis, ridiculisés et victimisés dans leur pays. Mais c'est peut-être le journaliste du Die Welt, repris par le Nouvel Observateur, qui pose la question la plus juste. S'il était allemand, il le soupçonnerait des pires turpitudes et ne laisserait sans doute même pas ses romans aller jusqu'à la publication. Voilà, alors vous avez regardé ce sujet, on était en train de parler des émissions littéraires dans vos différents pays, parce que nous on se plaint, on trouve qu'il n'y a pas assez d'émissions littéraires. Alors, quelle est la situation chez vous? Alors je vous présente Angélique Chrysafis de Guardian, on va faire Stefano Montefiori du Corriere della Sera et Nils Minkmar de Frankfurt Allgemeine. Ça va la prononciation? Parfait. Bien. Alors, ce genre d'émission chez vous,
Comment ça se passe? En fait, on fait des entretiens, mais pas pendant 1h30. Donc, quand BHL parle et Houellebecq parle d'une chasse à l'homme, c'est pas du tout une chasse à l'homme. Chez vous en Italie? Oui, des émissions comme ça, elles existent, mais sont assez rares. Et maintenant, on a la tendance de réserver un petit espace dédié aux livres, à la culture, dans des émissions plus vastes qui parlent d'autres choses, qui ont d'autres intervenants. Et donc, c'est pas tellement commun. En Allemagne? En Allemagne, jamais, non. Ça serait deux écrivains comme ça pendant 1h30 avec des citations de Blaise Pascal, tout ça. Non, il y aurait au moins, je sais pas, 3 actrices, on ferait de la musique entre. Non. Puis d'ailleurs, on n'a pas ce genre d'écrivains, je veux dire. Nos grands écrivains, ils ont 80 ans et plus, ce sont de vieux monsieur. D'accord. Enfin, non. Bon, écoutez, j'allais dire à nos responsables, n'écoutez pas ce qu'on dit là, préservons notre spécificité française. Alors, revenons à Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy. Qui sont-ils chez vous? Comment sont-ils ressentis et reçus? En fait, si je peux commencer par Michel Houellebecq en Angleterre, la littérature française contemporaine, c'est tout simplement Michel Houellebecq. Point. Point. Il n'y a personne d'autre. Houellebecq, pour nous, par exemple, Salman Rushdie, le grand écrivain indien, a dit qu'il faut absolument lire Plateforme pour comprendre la pensée française en dehors des élites métropolitaines, pour comprendre la dépression, les préjugés et en fait le déclinisme de la France des Provences. Donc, alors tout trivialement, il vend beaucoup de livres, Michel Houellebecq? Ah oui, ils ont énormément de lecteurs. Et chaque livre, c'est un événement médiatique, on peut dire. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il est en Irlande et vous êtes très content quand vous récupérez des Français dans l'espace anglo-saxon? C'est vrai qu'on dit aussi que c'est un géant de la littérature. Pourquoi? Parce qu'il a un regard acide sur la vie contemporaine. Et c'est un regard sur la vie française, mais c'est aussi universel. Donc c'est quelque chose de vénéneux, quelque chose de très dur, très acide, mais on adore ça en Angleterre. Et on adore les bagarres littéraires aussi. D'accord. En Italie, alors? Oui, je crois qu'en Italie, c'est pas vrai la même chose en Italie. C'est pas vrai que Michel Houellebecq est le seul écrivain français connu en Italie. Il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est vrai qu'il a suscité un intérêt énorme. Et je crois que cet intérêt, ça dépend surtout de sa qualité littéraire, pas du tout des manœuvres de marketing ou on a parlé des réseaux à propos de Bernard-Henri Lévy ou quand même du personnage Houellebecq. Je crois qu'il a su s'imposer, même en Italie, où on ne le voit pas souvent à la télé. Ce sont ses livres qui s'imposent. Oui, ce sont les livres, ce sont ses idées, bien sûr. Il fait de la polémique, il suscite des intérêts aussi pour ses sorties très importantes et très choquantes, mais je crois qu'il faut reconnaître que c'est surtout la qualité de ce livre qui est considérée. Alors on va faire un tour sur Michel Houellebecq et on viendra sur Bernard-Henri Lévy en Allemagne. En Allemagne, c'est un peu spécial. L'Allemagne, au siècle dernier, c'est shooté à l'histoire. On a tout fait. Je veux dire, on a eu le pire, on a eu la réunification. Donc, et là, ces années-là, on est en train de refaire l'histoire, enfin les intellectuels, les écrivains, et on est toujours dans des espèces de bulles d'espace-temps. On a besoin d'écrivains contemporains. Et tous les deux sont radicalement contemporains. Houellebecq parle du tourisme, il parle du clonage, il parle de tas de trucs dont nos écrivains ne parlent pas. Donc il a été importé de suite, c'est un dieu. Mais est-ce que vous exagérez pas un peu quand vous dites que vous n'avez que des écrivains de 80 ans en Allemagne? Non, c'est vrai, il y a un hiatus, on a à peu près 80 ans, 70 ans, et puis après 30, 40. Il n'y a pas justement cette génération de Houellebecq et de BHL elle manque. Enfin. Bernard-Henri Lévy, comment est-il perçu chez vous? En fait, c'est la Tour Eiffel, c'est cette image de la France que, en fait, on adore en Angleterre, on adore tout ce qui est boulevard Saint-Germain, quartier latin, et lui, c'est vrai que c'est sa chemise blanche ouverte. Ah, c'est le glamour alors en fait. C'est très glamour, mais en même temps, il faut savoir qu'en Angleterre, on n'a pas ce figure de l'intellectuel public. Donc, il est très sollicité. Et aux États-Unis aussi, par rapport à l'Afghanistan, par rapport à la présidentielle, en ce moment, il est très sollicité. On cherche son avis d'un Français. Mais est-ce que, je pose la question à tous les trois, est-ce qu'on n'aime pas les auteurs français qui en fait sont plutôt critiques par rapport à la France? Est-ce que c'est pas ça que vous aimez un peu chez nos intellectuels? Donc quand je dis que pour nous la littérature française est Michel Houellebecq, bon en France je trouve une espèce d'agacement, une espèce d'étonnement, mais c'est parce que en fait
les préjugés, le racisme, le misogynisme, tout ça qu'il parle, en fait, c'est universel et c'est aussi, ça fait partie de notre regard sur la France en ce moment. Je crois que les lecteurs italiens et en général les Italiens ont un rapport d'amour et de haine par rapport à la France. On est des nations cousines, on dit. Donc, je crois que c'est surtout, surtout le fait que les livres, ils marchent. Par exemple, dans les top 5 des livres en Italie, il y a L'élégance de l'horizon de Marielle Boubery, et je crois que personne ne sait si elle est française ou anglaise, mais c'est ça, c'est la qualité du livre. Donc, tout ce genre de considérations. Toutes ces polémiques, en fait, n'ont pas d'écho chez vous. Comme ça, en Allemagne, est-ce que pour l'Allemagne, il est Tintin. Ça, il va dans le monde, c'est pas du tout qu'il soit français ou qu'il vienne des États-Unis. C'est pas là pour la Géorgie, par exemple. Ça a été très important, son artiste, son intervention sur la Géorgie. Vous savez, la Russie a une grande influence en Allemagne. Ils sont souvent là, ils achètent plein de trucs. Ils ont même acheté un ancien chancelier. Et c'était très important que quelqu'un aille voir et puis témoigner de ce qui se passe en Géorgie. Ça a eu un impact considérable. Alors, en Italie, il y a eu un peu de tension au moment où Bernard-Henri Lévy a préfacé le livre de Cesare Battisti, Cavale. Oui. Là, les intellectuels italiens et même les Italiens ne comprenaient pas cette position. Oui, et il faut ajouter qu'il y a eu d'autres tensions quand, sur le Corriere della Sera, le journal pour lequel je travaille, on a publié sa rencontre au Brésil avec Cesare Battisti en prison. Et bon, il faut reconnaître à Bernard-Henri Lévy que c'est vrai, il cherche de faire des choses que personne d'autre ne fait. Et en Italie, personne n'était allé parler avec Battisti en prison, ou quand même n'avait réussi à le faire. Donc, sur le Corriere, on était sûr qu'il allait déclencher des réactions très vives, très négatives, mais on a estimé que c'était important quand même de le publier, même si la ligne du Corriere... Les réactions étaient négatives ? Oui, bien sûr. Les jours après, le ministre de la Justice à l'époque, Clemente Mastella, a fait un communiqué très dur contre Bernard-Henri Lévy et contre le Corriere della Sera, qui avait donné de l'espace à quelqu'un qui est là... Bien sûr, ça revient un petit peu le cliché de la gauche caviar, quelqu'un qui se permet de juger l'histoire italienne sans la connaître profondément. Mais là, je crois que le Corriere a bien fait sans forcément partager l'avis de Bernard-Henri Lévy sur l'affaire Battisti, parce que même le Corriere est plutôt contre. C'était juste de publier cet reportage et de donner de l'espace à des idées. Et je crois qu'on a démontré qu'on a beaucoup de respect pour Bernard-Henri Lévy, au-delà de la chemise, des jets privés, du réseau et tout ça. Finalement, il y a ce côté emmerdeur qu'ils ont un peu, et malsain, un peu, qui finalement, que le public adore, je crois, enfin dans tous les pays. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir remis en perspective, parce que le sujet sur la meute était dur, et de savoir que des intellectuels français existent de cette manière-là chez vous, ça nous fait plutôt plaisir. Ils vont revenir, si vous voulez bien vous mettre, comme ça on va demander à Michel Houellebecq et à Bernard-Henri Lévy de venir pour conclure. Voilà, bon, ça fait tout de même plaisir d'entendre ça. Je pense que vous connaissez votre statut à l'étranger, vous n'avez rien découvert dans ce qu'ont dit nos amis journalistes. En Angleterre, je ne savais pas à ce point. Je ne m'en rendais pas compte. Mais j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne, sans doute parce que c'est un pays qui était moins centralisé que la France, donc les déplacements en Allemagne prennent beaucoup de temps. Et ce qui fait que je suis plus allé en Allemagne finalement qu'en Angleterre ou en Italie. On n'a pas de TGV, c'est vrai. Non, mais maintenant qu'il y a Berlin, peut-être que ça va prendre le même temps que... Mais oui, bien sûr que ça fait plaisir, bien sûr que ça fait du bien. Ben, vous n'avez rien découvert par rapport à votre statut. On aurait pu aussi avoir un journaliste américain qui aurait donné une autre dimension encore. C'est pas tellement découvert, mais en tout cas, non, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, surtout que quand on est européen, viscéralement, comme nous le sommes, je crois, tous les deux, c'est vrai que c'est bien. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose tout de même, c'est que quand j'ai fait, par exemple, cette série de reportages qui a donné un livre sur les guerres oubliées, qui pour moi était un moment vraiment important de ma vie, hein, quand je suis allé au Sud-Soudan, quand je suis allé dans des endroits vraiment perdus, au bout du monde, etc.
Je l'ai fait grâce au Monde d'abord, le Monde de Jean-Marie Colombani, et je l'ai fait avec la Frankfurter Allgemeine, avec un journal espagnol qui s'appelle Le Mundo, avec le Corriere della Sera, avec un journal américain. Et ça, c'est vrai que c'est formidable. Voilà, quand on a le sentiment, comment vous dire, de ne pas écrire pour le plaisir d'écrire, simplement de porter quelque chose qui est un peu plus grand que vous, ce qui est le cas de Michel, quand il écrit Plateforme ou La possibilité d'une île, ou quand il fait son film. Et ce qui est mon cas, quand je fais mon enquête sur Daniel Pearl ou quand je fais mon enquête sur les guerres oubliées, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, c'est bien de se sentir porté par d'autres pays que par le sien. Et alors j'aimerais pour conclure un peu cette rencontre, qu'on revienne sur ce qui transparaît dans ce livre, c'est le plaisir que vous avez eu à l'écrire et au chemin que vous avez fait tout au long de ce livre. Vous le dites, par exemple, Michel Houellebecq, qu'il vous arrivait d'attendre cette lettre, j'allais presque dire de façon amoureuse. Oui, c'était un vrai plaisir parce que je sais que, bon, quand on parle d'ego hypertrophié, etc., on peut dire ça de Rousseau, il n'empêche que les Confessions sont un chef-d'œuvre. Donc l'ego hypertrophié, il ne faut pas en dire du mal uniquement. Mais moi, je sais, j'ai un ego moins hypertrophié que lui, et donc je ne ferai jamais les Confessions. Mais j'étais très content de me souvenir de choses de mon adolescence, voire de mon enfance, et que ça revienne comme ça naturellement, quoi. Et j'étais très content aussi de parler d'Aragon. Enfin, j'ai jamais tellement l'occasion d'en parler, je sais pas pourquoi. Moi, je vais vous en donner l'occasion parce que je trouvais que ce passage sur Aragon, regardez, vous avez cité Aragon, et moi, ce que j'ai vu dans la fin de ce livre, c'est vous citant Aragon côté poésie, et vous, juste après, et je vais vous demander de lire le passage, c'était comme si vous... Non, ça c'est vous qui allez le lire, ça c'est vous qui citez ce passage-là. Ah, donc c'est un joli... Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède. C'est beau, hein, c'est quand même un grand... C'est un de nos grands poètes, il n'y a aucun doute. Enfin, je veux dire... Bon, c'est très difficile, à mon avis, pour quelqu'un qui... C'est tellement lié à la langue, Aragon, que c'est très difficile à comprendre à quel point c'est un grand poète pour quelqu'un qui n'est pas de langue maternelle française, mais c'est un de nos grands poètes. Hein. Et ça donne l'occasion à Bernard-Henri Lévy, juste après, et c'est là que je vois cette espèce de projet que ce livre contient, pour vous de réécrire de la poésie, et pour vous un roman, de relire ce début. C'est votre rencontre, ça va être votre rencontre avec Aragon, qui est pour moi comme le début d'un roman. Il y avait à Paris, à la fin des années 1970, un bar anglais un peu kitsch, avec des tables fixes et des banquettes de Moleskine, qui s'appelait le Twickenham et qui faisait l'angle de la rue des Saints-Pères et de la rue de Grenelle. Voilà. Et c'est en effet là que se situe cette rencontre avec Aragon. Bon, alors est-ce que cette rencontre aura une suite dans vos œuvres respectives ou une suite, j'allais dire, commune? Moi, quand votre biographe disait tout à l'heure que le lycée La Cendre est un des meilleurs, j'étais bien d'accord. Et je pense que c'est celui de vos livres où on sent le plus l'envie de développer des personnages et en fait l'envie du roman, quoi. L'envie de revenir au roman. Et donc, oui, je pense que vous ferez un roman. Oui. Prochainement. Écoutez, je le souhaite, disons. Enfin, disons qu'il faut. Non, mais en tout cas, il faut le faire. C'est vrai que cette correspondance, elle a eu des tas d'effets. On a payé nos dettes. On a raconté 2 histoires de France, à la fois les mêmes et très différentes, etc. Et puis elle a eu des effets peut-être sur nos vies à chacun. Sur la mienne, c'est vrai qu'il y a une chose que je n'osais plus faire depuis 20 ans. J'ai été paralysé. Et je crois que grâce à Michel, et ça je lui en sais gré, ce verrou a sauté, je n'osais plus écrire de romans. J'ai écrit des romans jadis, les plus âgés de vos téléspectateurs s'en souviennent, et je crois qu'en effet, grâce à lui, je vais peut-être recommencer. Bon, en tout cas, merci Michel Houellebecq, merci Bernard-Henri Lévy. C'était pour moi, en tout cas, et j'espère pour les téléspectateurs, une vraie rencontre. Voilà, c'est terminé ce soir pour Café Littéraire, un Café Littéraire exceptionnel. Mais si Café Littéraire vous manque ou si vous avez manqué Café Littéraire, vous pouvez le retrouver sur france2.fr. Notre prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain. Et oui, déjà, c'est pas moi qui m'en plaindrai. En attendant, que la lecture vous soit bonne. Merci.